Chaque samedi de 9h à 12h, 9h à 12h, nous faisons autrement le sport sur la radio qui mouille le maillot. Ça te dit sport? Rejoins-nous dans Samedi Sport. Toutes les disciplines analysées, commentées par des acteurs, journalistes et observateurs pour les 3 heures de sport dans sa totalité. Samedi Sport, une émission de la rédaction de Sport FM présentée par Franck Nounyama. Tous les sports dans Samedi Sport, 9h-12h sur la radio qui mouille. Merci de choisir Sport FM. On est un tout petit peu en retard pour des conditions indépendantes de notre volonté, mais Samedi Sport va pouvoir se tenir. On va parler sport africain, sport au Togo notamment, avec les qualifications de la CAN Maroc 2025, sans oublier la CAN, sinon les championnats de ping-pong qui ont lieu à Addis Abeba en Éthiopie à partir du 12 octobre. Et puis d'autres sujets, on va en parler. Comme invité, on a Fanny Dodi, le numéro 1 togolais au niveau de tennis de table. On a Henri Akodo, on a Prosper Agbouklou, on a Cheria Dioglu, Mohamed Touré. On aura en ligne Noël Tadegno qui est le président de la Fédération togolaise de volleyball. La GE, l'Assemblée générale élective, a lieu au niveau de cette fédération. Dans quelques jours, on va en parler. Et puis du volleyball avec plus de 240 élèves qui ont animé une compétition ces derniers jours. On va en parler avec lui. Il sera au téléphone. Nous aurons également Guler Inoussa au téléphone. Sans oublier Grégoire Attignon, l'envoyé spécial de Sport FM là-bas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la Maramonde. Et le Togo qui marche sur le Brésil. 4-0 s'il vous plaît, on va en parler. Merci de nous accueillir chez vous. La vidéo est toujours l'affaire de Sir Venelum. La mise en onde, Pélagie Mekoum. Bonne arrivée. Merci de nous faire confiance, merci d'être au rendez-vous, comme toujours, comme tous les samedis. Et nous avons en studio des invités, naturellement. Prosper Agbouklou, bonjour. Franck, bonjour, bonjour à tous les auditeurs. C'est vrai que la pluie nous a tout simplement embêtés ce matin, mais vous savez, quand le devoir vous appelle, il faut répondre. Merci d'être là. À côté de lui, Henri Akodo, bonne arrivée. Bonjour, bonjour à vous, chers amis. Très bien. Alors, on retrouve aussi en studio des hommes de ping-pong togolais à Médéama. Il est le directeur technique national adjoint. Merci d'être ici aujourd'hui. Bonjour Franck. Ça va? Ça va. Et à côté de lui, Fanny Dodi, oui, lui c'est un habitué de la maison aussi, mais ça fait un bon bout de temps, il n'est pas venu ici. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck. Tout va bien? Oui, on rend grâce. On est prêt? On n'est jamais prêt, mais on est toujours prêt pour le combat. Très bien. Alors, merci. On va commencer tout d'abord par les infos africaines. Oui, il y a quelques jours, nous apprenons la sanction du président de la FECAFOOT, c'est-à-dire Samuel Eto'o, suspendu pour 6 mois. Il n'a plus le droit d'assister à aucun match des Lions, des Ontables ou bien des sélections nationales, toute compétition ou bien toute catégorie. Donc voilà, 6 mois. On va pouvoir revenir là-dessus, ce que c'est avec Roméo. Roméo qui, en quelques mots, nous dit ce que c'est. La commission de discipline de l'instance mondiale de football sanctionne le président de la Fédération camerounaise de football d'une interdiction d'assister aux rencontres des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de 6 mois. Raison évoquée, Samuel Eto'o a enfreint les articles 13 et 14 du code disciplinaire de la FIFA, selon le communiqué publié lundi. Cette sanction est liée au 8e de finale du mondial U20 féminin entre le Cameroun et le Brésil le 11 septembre dernier. Samuel Eto'o est donc empêché d'assister aux matchs de foot masculin et féminin, toutes catégories et groupes d'âge. Voilà, merci Roméo Hétor de nous avoir donné les détails de cette suspension de 6 mois. Henri Akodo, vous avez compris ça? Ça dépend sur quel prisme on analyse cette situation. Si on est légaliste et si on s'accommode au principe de la FIFA, on peut comprendre aisément cette suspension parce que les articles 13 et 14 sont clairs là-dessus. Lorsque un dirigeant se permet de pouvoir de manière véhémente
contester les décisions de l'arbitre, il enfreint aux règles du fair play alors qu'il est censé... Et si c'est flagrant, est-ce qu'il ne peut pas le faire? Alors qu'il est censé, j'en viens, Franck, alors qu'il est censé de pouvoir valoriser le fair play, ce dirigeant-là se met sous le coup de la loi. Et bon, après, quand on analyse un peu le contexte, on peut comprendre aisément pourquoi est-ce que cette commission de discipline de la FIFA s'acharne à tout fait pour pouvoir sanctionner Samuel Eto'o. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en politique. Il a des antécédents? Nous sommes en politique. Et quand je dis nous sommes en politique, et aujourd'hui, les fédérations, les instances fêtières du football international, la FIFA et la CAF, sont des instances purement politiques. Et Samuel Eto'o, on le connaît pour sa propension à ne pas avoir la langue de bois. C'est quelqu'un de teigneux, de tenace et qui a beaucoup d'ambition, qui nourrit beaucoup d'ambition. Et on peut analyser sous ce prisme-là, on peut dire, au risque de se tromper, qu'en fait, cette sanction, elle est ultra politique. Elle a été infligée à Samuel Eto'o pour pouvoir lui couper l'herbe sous le pied, pour pouvoir le faire mal, parce qu'on connaît le contexte. C'est méli-mélo, c'est bisbille avec les instances fêtières du football, la CAF notamment, qu'il avait sanctionné dans une affaire de corruption, même s'il a été par après blanchi. Et cette sanction-là qui vient encore une fois nous rappeler véritablement qu'aujourd'hui le football a atteint une propension assez et très élevée, et les gens comme Samuel Eto'o qui ont beaucoup de personnalité, qui ont beaucoup de charisme et qui veulent faire bouger les lignes sont en danger. Prosper Agbokou, vous avez compris une telle sanction parce qu'il n'est pas le seul à avoir critiqué l'arbitrage à cette Coupe du Monde Junior là-bas. Je crois que en tenant compte du développement on rentre dans le cercle vicieux des considérations politiques. Ça, bon? moi, je pense que vient chercher la politique au niveau sportif? Oui, vous savez, le sport est déjà politique. Nous le disons chez nous. Il y a tout ça. Mais vous allez voir quand même que au niveau des instances internationales, que ce soit la FIFA, le CIO, et d'autres sur le plan purement international, on a tendance à croire que les Africains sont toujours occultés, c'est-à-dire on les cherche à la loupe pour démasquer, disons, ne serait-ce qu'une peccadille, parce que longtemps on a vu des décisions d'arbitres qui sont même sanctionnées critiquées par un certain nombre de dirigeants, un peu partout, on le voit. Bon, maintenant, si Samuel Eto'o est ciblé, c'est dire que les instances telles qu'elles sont, elles communiquent entre elles. Et ça, je crois que c'est pour moi un dégât collatéral parce que Samuel Eto'o n'avait pas été sanctionné par la CAF. Il va falloir chercher la petite bête quelque part. Et surtout que quand on parle de l'arbitrage, ainsi à ce niveau-là, on a toujours tendance à croire que il y a une sélection, c'est-à-dire le truc est sélectif et que pour certains, on ne dit rien. Regardez par exemple, je peux vous dire, lors du quart de finale Allemagne-Espagne, la main de Cucurella a été reconnue maintenant par l'UEFA qui avait penalty, mais 3 mois après. On sanctionne qui maintenant? Supposons que pour ça, on peut contester. Et si quelqu'un conteste, on va le sanctionner. Maintenant que l'UEFA même dit qu'il y a penalty, qu'on devrait siffler penalty, alors on fait quoi? Donc c'est pour dire au président de la CAF et de la Fédération camerounaise de football, calmez-vous. Oui, c'est tout. Ça va se passer comme ça. Prochainement, là, restez, comme on appelle, tranquille sur votre... Même si on triche votre sélection, vous ne devez pas broncher. Ça, c'est ce que moi je vois. C'est ça. Oui, après, il faut comprendre qu'il y a des mécanismes pour pouvoir véritablement attaquer les décisions d'un arbitre lors d'un match de football. Il y a des mécanismes prévus même par ces instances-là. Et après que je finis de dire cela, il y a un fait
qui devient de plus en plus récurrent. Il y a une sorte de mutisme, c'est-à-dire les arbitres sont comme des demi-dieux, des demi-urges. Et ils sont protégés. Ils sont extrêmement protégés. On ne doit en aucun cas s'attaquer à eux. On ne doit pas persifler, contester leurs décisions. Et ça, je trouve ça assez incompréhensible parce que ce sont des êtres humains, ce sont des hommes qui doivent arbitrer selon les règles émises. Mais après, les règles émises, après, ils sont des humains. Ils peuvent se tromper. Et je pense qu'il va falloir faire de la pédagogie au niveau de l'International Board, parce que à chaque fois, comme l'a dit tantôt Prosper, si un arbitre peut se dédouaner en disant qu'il est le seul maître, il a le pouvoir discrétionnaire de siffler ou de ne pas siffler, il faut qu'on puisse d'une manière ou d'une autre les scruter à la loupe afin qu'ils ne faussent pas l'issue d'un match. Après, je vais m'attaquer rapidement aux incidences de cette décision. Samuel Eto'o a pris les rênes de la FECA Foot le 16 décembre 2021. Si mes souvenirs sont bons. Et quand vous analysez un peu tout ce qu'il connaît comme problème, PCB, c'est quand même trop, c'est quand même ahurissant. À un moment donné, je pense qu'il doit aussi se remettre en cause. Parce que entre ces crises, la guerre entre lui et le président et le ministre des Sports là-bas, Narcisse Moulé Kombi, le limogeage d'Antonio Conceição, qui a coûté une fortune à l'État camerounais parce qu'ils ont été sanctionnés par le TAS. Quand on prend également les résultats au niveau même de la sélection nationale et surtout l'affaire de l'équipementier, One All Sport, qui a été vendu comme Samuel Eto'o comme étant un équipementier qui doit pouvoir apporter beaucoup de fonds à la FECA Foot. Après, on s'est rendu vite compte que ça n'a pas été le cas. Il n'en est rien. Oui. On peut dire aisément que son quatriennat à la tête de cette fédération a mal débuté. Et il faut qu'il se remette également en cause parce que après, il reste un humain comme toute autre personne. Très bien, voilà donc ce qu'on doit dire. On est en train de signifier au président de la FECA Foot, selon les analyses, que oui, monsieur, calmez-vous, vous ne devez pas faire ces genres de sorties. Mohamed Touré, bonjour. Franck, bonjour, chers invités et au peuple qui nous écoute en ce moment. Tout va bien. Oui, tout va bien, Franck. Oui, on a reçu un peu de fraîcheur avec cette pluie-là. Vraiment, vous voulez réagir sur cette sanction? Oui, je veux réagir sur cette sanction. Moi, je pense qu'il faut au moins 1, 2, 3 Samuel Eto'o pour que l'Afrique puisse au moins revenir sur la scène internationale et laisser les embêtements ou bien les tricheries de ces escrocs blancs qui, chaque temps, lors des compétitions, nous malmènent, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, Eto'o devient une menace. Eto'o, loin d'être une menace pour le peuple, pour les dirigeants au Cameroun, devient une menace internationale, une menace mondiale pour ne pas le dire. Parce que tout le monde voit, malgré que Eto'o est arrivé au Cameroun, sachant bien qu'Eto'o maîtrise le football camerounais, tout ce qui entoure, mais ils l'ont mis les bâtons dans les roues. C'est là où je ne suis pas d'accord avec ce que Barou Ari a terminé. Ils l'ont mis les bâtons dans les roues, ils ne l'ont pas empêché, ils ne l'ont pas laissé les mains libres pour travailler. Mais malgré quand Eto'o passe dans les rues, vous voyez l'aura. Vous voyez là, comment le peuple camerounais explique le nom d'Eto'o, comment Eto'o devient populaire. Donc ça, la CAF et la FIFA, voyant cela, constatent que le jeune, là, si on le laisse mettre en pratique son plan de travail, c'est que tous en ont échoué. Parce que Eto'o, tout dernièrement, il avait accordé un entretien avec les Chouameni, tout ça. Ça a fait professeur le monde entier. C'est quelqu'un qui ne marche pas ces mots, qui connaît vraiment les rouages du football. Donc franchement, il faut mettre un bâton pour pouvoir l'empêcher d'évoluer. Mais je pense que la FIFA est en train de se tromper. Et tôt ou tard, la FIFA saura que nous sommes en train de commettre une erreur. Et Eto'o, moi, je pense que c'est une force de plus pour lui. Très bien. On va voir. Il est reparti. Nous allons tenter de rallier Abidjan. Abidjan, là où a lieu la première édition de la Coupe du Monde de Maracana, où le Togo, vous le savez, a marché sur le Brésil. Il y a 4-0 et maintenant en demi-finale qui se dispute aujourd'hui contre, on va dire, une sélection du Bénin. Ben, c'est un derby ouest africain, on verra. Grégoire Attignon, bonjour.
Oui, bonjour Franck Nounyama, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Sport. Et le réveil a été facile ou difficile? Mais c'est plutôt facile parce que le Togo, avec la manière s'est qualifié donc, pour les demi-finales, le réveil ne peut être que facile. Alors, avant ce match, il semble que les Brésiliens n'avaient pas présenté de licence. C'est vrai? Et comment ça s'est passé après? Bon, en fait, oui, ce sont les informations que nous avons eues. Donc, puisque nous, on n'était pas donc, au vestiaire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais je suis ici avec le directeur technique de la Fédération congolaise de Maracana. Je suis également avec le capitaine de l'équipe du Togo, mais également avec le secrétaire général de la Fédération congolaise de Maracana. Ils sont là, donc ils vont sans doute répondre à cette question. Il est dit par au soir. Bonjour. Bonjour Grégoire, bonjour Franck, bonjour. Alors, la question de Franck, avant justement le match contre le Brésil, il y a eu un problème de licence. L'équipe du Brésil n'avait pas présenté ses licences. Est-ce que c'est vrai? C'est ce qui s'est passé hier. Oui, effectivement, bon, en tant que capitaine, j'ai dû prendre les responsabilités. Ça, c'était un coup de pression. Et nous, on le savait, c'est arrivé que dans le traitement informatique des licences, il y avait quelques soucis. Mais plusieurs fois, on a voulu marquer le coup en tant que c'était une façon de les déstabiliser. Effectivement, ils n'avaient pas de licence, ils avaient des badges qui ont servi à marquer le coup. Donc, on a mis un peu de pression. Franck, oui. Vous avez la réponse. Hein. Oui, et finalement, oui, Yedi, ça a été, on va dire, un quart de finale plutôt facile pour vous. Beaucoup d'observateurs disaient que oui, le Brésil devrait pouvoir tenir tête au Togo, mais bien même éliminer le Togo. Qu'est-ce qui a finalement joué pour le Togo? Rien ne vaut l'expérience. Je crois que ceux qui disaient que le Brésil va battre le Togo, ils ont succombé à la nouveauté. Le 9 fait toujours plaisir. Donc, nous, on a voulu remettre les pendules à l'heure. Mais parce que 10 ans contre première participation, ce n'est pas la même chose. Donc, le Togo était tout simplement à son niveau. Et voilà, le résultat, c'est 4-0 sans fioriture. Très bien. Alors, Boukari Amadou, il est là? Allô? Il est là. Ouais, je suis là. Très bien. Alors, bonjour. Bonjour Franck. Il y avait eu un faux pas inattendu contre le Sénégal. Alors, il fallait se relever. Mais qu'est-ce qui a été dit pour que le Togo, l'équipe togolaise, puisse se transcender de la sorte? Bon, comme vous venez de le dire, peut-être que c'est un faux pas apparent. Et à notre niveau, c'est rien. Peut-être que le peuple togolais attendait pour nous de faire un sans faute. Et malheureusement, on n'a pas pu gagner sur le matin. Nous, on est serein, on est resté serein après ce match. Et on s'est dit pourquoi ne pas se rebondir sur le cas Brésil. Le Brésil, n'oubliez pas qu'ils ont fait un sans faute, 3 victoires sur le terrain. Ils développaient un football, un Maracana très technique. Mais on a quand même su leur poser des problèmes. Ils n'ont pas pu les résoudre. Voilà le score. Donc, nous sommes contents par rapport à la prestation de nos athlètes. Maintenant, quant au Brésil, c'est leur première participation, oui. Mais ils ont quand même su battre certains pays, disons, habituels. Et voilà. Alors, oui, vous voulez dire, dans votre interview d'après-match d'hier, vous disiez, le Maracana, c'est pas le futsal, puisque le Brésil est un grand pays de futsal. Mais voilà, vous vous êtes appuyé là-dessus pour vraiment étrangler cette équipe-là. Oui, n'eût été cet arbitrage par pédagogie, eux-mêmes nous ont surnommé. Oui, il fallait peut-être par rapport au nouveau pays essayer de leur apprendre, entre guillemets, les règles disaient, et le score ne sera pas 4-0. On devrait aller même à 10.
Mais par moment, il fallait leur montrer comment engager. Mais sur le plan technique, il faut reconnaître que c'est une équipe redoutable. Mais peut-être au niveau des assises que nous, on connaît au Maroc, qui profite de ça. Et puis, bon, ça va passer. Sinon, sur le plan jeu, sur le plan mobilité, sur le plan maîtrise technique, ils sont en avance. Mais également, on a quand même des jeunes qui sont très techniques. Notre troisième but, ou bien le quatrième, le but d'espoir, vous avez vu un passement de gens qui a mis en déroute le défenseur brésilien, on a pu marquer. Donc, c'est pour dire que nous avons des potentiels amateurs de notre terrain. Et on est en train de le démontrer sur le sol ivoirien. Boukari Amadou, le prochain match, c'est dans quelques heures contre le Bénin, un derby ouest-africain. L'objectif reste le même, tout faire pour ramener le trophée, c'est ça? Oui, affirmatif. Notre objectif reste le même, c'est de gagner tous les matchs. Et aujourd'hui, dans quelques heures, on va jouer notre énième match. C'est demi-finale, c'est quart, c'est finale, nous on s'en fout. C'est un match comme les autres. On va les jouer à fond et aller jouer notre dernier match tranquillement pour prendre le trophée. Le Bénin vous a déjà défié hier à la fin de leur match de quart de finale. Ils n'ont peur de personne, que ce soit le Togo ou bien le Brésil. Ils sont prêts à gagner. L'objectif pour eux aussi, c'est de gagner le trophée. Alors, comment gagner face au Guépard maracanier? Malheureusement, il y aura un gagnant. Il ne peut pas y avoir deux gagnants en demi-finale. Ils l'ont dit, c'est au micro. Et nous, on les attend sur le terrain, sur l'heure de jeu. Nous, on ne va pas parler. On a peur, on n'a pas peur. Bon, ce n'est pas notre problème. L'essentiel, c'est de réussir à leur poser beaucoup de problèmes sur le terrain. Très bien. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, à partir de 18h. Bien. Et on aura le... Bien. Alors, monsieur le secrétaire, vous êtes là? Oui, allô, bonjour. Bonjour, tout va bien? Oui, tout se passe bien. Vous vous occupez bien des joueurs, des maracaniers? Pardon? Je vous demandais si vous vous occupez bien des maracaniers là-bas. Très bien, même au-delà des limites. Ils sont très bien. Et on espère qu'ils sont très bien motivés. Alors, oui, que voulez-vous dire au moment d'affronter le Bénin en demi-finale? Il va falloir motiver les maracaniers, il va falloir qu'ils soient dans les meilleures conditions pour qu'ils ne pensent qu'à ce match contre le Bénin. Oui, comme vous parlez aussi de motivation, vous savez, avant de venir ici, tout a été préparé pour les motiver. Et cette motivation dosée aura permis hier de gagner le plaisir. Cette motivation dosée, je le répète, aura permis de gagner le plaisir, puisqu'on n'était pas au départ les favoris, mais cette situation les a vraiment encouragés. On attend et même pas être différent, seulement pour gagner l'enfer. Bien. Boukari Amadou, oui, vous avez un message pour le public sportif togolais? Oui, et d'abord à vous les médias, vous dire d'abord merci. Et dire merci également au public sportif togolais. Et nous avons chaque jour que nous faisons même le retour. Et les gens nous soutiennent. On reçoit chaque seconde des messages de félicitations, d'encouragement. Nous allons leur demander humblement de faire confiance en nous, de continuer par nous soutenir, de nous mettre dans leur prière. Et ça, là, nous n'allons pas les décevoir. Très bien. Grégoire Ratignon, merci et beaucoup de courage. Ce soir, oui, vous serez face... Oui. Allô? Oui, pour remettre l'antenne, j'ai eu une question à Espoir Ediba. Oui. Espoir, hier, après le but,
qui a dansé, c'était pas quelle danse? Non, c'était... Allô? C'était pour faire... Allô? Oui, ça va, tout va bien, on a du mal à vous avoir. Mais peut-être repositionnez-vous et s'il y a d'autres choses, s'il y a du nouveau, revenez, pourquoi pas. Ok, à tout. Oui, à très bientôt. Grégoire Attignon, qui était avec Yedi Baouma, le capitaine des Maracaniers du Togo, et le DT, le directeur technique, Boukari Amadou, et puis le secrétaire général. Le match a lieu, la première demi-finale, c'est aujourd'hui à 18h, Togo-Bénin, un derby ouest africain. Et on va rester sur le continent pour parler des championnats d'Afrique de ping-pong qui démarrent dans quelques jours, tout simplement, on va dire dans une semaine, à Addis Abeba, en Éthiopie. Oui, nous avons ici le directeur technique national adjoint, Amédée Amar. Bonjour. Oui, bonjour Franck. Tout va bien? Très bien. Comment a-t-on préparé cette échéance-là? Ouais, je dirais que pour ces championnats d'Afrique, la préparation a été activée depuis lors des régionaux. Et notre objectif, c'est de participer à ces championnats d'Afrique. Donc, les joueurs sont prêts. Participer pour participer? Non seulement ça, mais remporter aussi des médailles. Alors, quels sont les adversaires aujourd'hui que vous redoutez? Aujourd'hui, nous avons les deux meilleurs phares du continent africain, le Nigeria et l'Égypte. Voilà. Donc, à part le Nigeria et l'Égypte, il y a aussi l'Algérie, la Tunisie, le Madagascar et le Cameroun. Donc, ce sont ces 3 ou 4 pays-là avec qui nous allons vraiment battre pour être dans le carré. Ouais, dans le carré. Et l'objectif, c'est la médaille de bronze, être sur le podium, l'argent ou bien gagner. L'objectif, c'est la médaille de bronze. Médaille de bronze. Médaille de bronze. Parce voilà, que vous connaissez vos réalités. Le Nigeria et l'Égypte... Ils sont intouchables? Ouais, ils sont intouchables. Ah bon? Ils sont intouchables. Personne ne peut les battre? Non. Pour l'instant, personne. Ah oui. Fanny Dodi, oui, c'est lancé. C'est vous qui serez sur le terrain avec d'autres coéquipiers naturellement. Alors, quand on est joueur et quand on affronte une telle compétition, les championnats d'Afrique, mais d'abord, qu'est-ce qu'on ressent? Je vais dire de l'excitation. On est excité, on a envie de compétir. Parce qu'à ce niveau, c'est la vraie compétition. Le Togo aujourd'hui se trouve où quand on parle globalement du ping-pong? Au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, je vais dire que nous sommes dans les 10 meilleurs... africains? Oui, les 10 meilleurs africains. On était dans les 4 meilleurs, même dans les 3 meilleurs il y a de cela, je veux dire, 12 ans. 12 ans. Dans les 12 dernières années, 15 dernières années, on était dans les 3 meilleurs africains. Quand on va en compétition en championnat d'Afrique, on sait que le Togo, il va gagner soit l'Algérie ou la Tunisie, peu importe l'équipe. À part l'Égypte et le Nigeria, tout le monde était joueur pour nous. Et on était toujours... on a gagné 3 médailles, 3 ou 4 médailles de bronze pour le Togo dans les 15 dernières années. Alors, quel est le niveau de la sélection que le Togo amène là-bas à Addis Abeba en Éthiopie? Je vais dire qu'on a un niveau un peu plus élevé que ce qu'on avait avant, parce qu'on a juste eu à faire les régionaux à Lomé et en avril passé. Et on était parti juste pour nous qualifier pour les championnats d'Afrique, puisque maintenant il faut se qualifier pour y aller. On voulait juste être dans les top 3 de l'Afrique de l'Ouest pour participer au championnat d'Afrique. Mais on a fini par gagner. On a rencontré le Nigeria en finale et on leur a fait leur fête, quoi. Ouais. Alors, vous partagez le même objectif que le directeur technique national adjoint. Au pire des cas, avoir la médaille de bronze? Actuellement, si on revient sur Terre, en réalité, il a cité quelques équipes qui se sont renforcées, qui ont pris des joueurs qui avaient joué en équipe de France, des joueurs de haut niveau qui jouent en Pro A en France et qui sont revenus en Afrique pour jouer pour certaines équipes. Donc,
avoir une médaille de bronze. Une médaille de bronze, je vais dire, ça sera vraiment aller hors de nos limites. Mais une qualification pour les championnats du monde, cette fois-ci, c'est ce que moi je vise. Parce que il faut quoi pour se qualifier pour les championnats du monde en 2025? Il faut faire juste les quarts de finale. Les quarts de finale. Oui, et maintenant pour faire les quarts de finale, c'est costaud. C'est vraiment costaud. Il va falloir jouer, puisqu'on n'est pas classé, on n'a pas été au dernier championnat d'Afrique. Faute de moyens, on n'a pas eu d'argent pour les billets et tout, pour participer. Donc on était 3e en ce moment. Faute d'une compétition manquée, on était parti à, je vais dire, 9e. Et après, on était même sorti, on n'avait plus de classement. Vous n'êtes plus dans le top 10, même sorti du classement, oui. Maintenant, dernièrement, en Tunisie, on était parti jouer et nous sommes revenus 9e dans le top 10. Et on essaie maintenant de revenir dans le top, je veux dire top 8 ou top 7 pour pouvoir participer au championnat du monde. Si on veut voir la réalité ou bien les réalités en face, on peut dire que les quarts de finale sont jouables pour le Togo, c'est possible? Oui, ça c'est possible, c'est jouable pour le Togo. Vous comptez sur vos coéquipiers? Oui, à Betogloma aussi, il y a Kako Désiré, il y a Abodjan, qui est en France, il y a Boris. Alors, ensemble, si on se met, on se serre les coudes, ça va donner quelque chose. Les Malgaches ne sont pas mauvais, je pense qu'ils sont d'ailleurs les tenants du titre, non? Non, c'est les Égyptiens qui sont les Égyptiens, oui. Mais les Malgaches, ils ont ramené encore quelques joueurs aussi. C'est pour ça qu'il y a des équipes qui sont renforcées avec des joueurs de Pro A de France qui nous mettent maintenant la pression lors des compétitions. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, au moment de partir là-bas, ou bien tout va bien? Il faut juste se préparer, pas seulement mentalement, parce qu'on sait qui on va affronter de l'autre côté. Mais maintenant, comme on le dit, c'est le sport. Le sport, c'est le moyen. On a besoin de soutien financier pour pouvoir être dans un bain. Être motivé. Oui, être motivé. Oui. Quand on part déjà sur le terrain et qu'on sait que l'Égypte et le Nigeria sont infranchissables, qu'est-ce qu'on fait alors? D'entrée, on va les jouer. Et si on les joue pour préparer les autres matchs. Parce que nous sommes 9e actuellement. Si on fait le système serpent, on va juste tomber sur le numéro 1 ou le numéro 2 en poule. Du coup, on va sortir 2e de poule, si on se défend bien, et on va jouer un autre numéro 1. Donc du coup, là, les autres numéros 1 qu'on va jouer pour passer les 8e, pour aller en quart, c'est la préparation qu'il faut faire. Et la plupart du temps, juste après les matchs par équipe, on se retrouve et on se donne des stratégies pour dire ok, on joue cette équipe, on va les jouer comme ça, pas comme d'habitude. On modifie un peu le truc comme on l'a fait contre le Nigeria la dernière fois pour les battre. Très bien. Amédée Ama, oui. Vous avez parlé de podium, la médaille de bronze. Avez-vous une potion pour ça? Le joueur, lui, il dit, le minimum, c'est les quarts. Voilà, par rapport aux réalités. Mais vous, avez-vous une potion pour leur permettre de dépasser cette étape-là? Ou bien de passer cette étape-là? Mais vous savez, il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. Bon, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas nier. Il a avoué que, voilà, qu'il faudra viser les championnats du monde et il faut être parmi les 8 meilleurs. Non seulement il faut être parmi les 8 meilleurs, mais nous avons aussi besoin des résultats. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque nous avons organisé les régionaux en avril et à Lomé, et c'est le Togo qui est premier. Donc si nous sommes arrivés à être premiers, donc il faudra que sur le plan africain, on puisse montrer vraiment qu'on mérite vraiment cette place. Donc nous devons monter là-bas un peu plus haute pour viser la médaille de bronze. Quelle est la force de votre sélection aujourd'hui? Lorsque vous les voyez, lorsque vous les regardez, qu'est-ce qui en eux vous réconforte, vous rassure que oui, cette sélection, elle peut aller chercher la médaille de bronze? D'abord, nous avons nos 2 joueurs phares, Betogloma aussi et lui-même qui est ici. Ça, c'est le premier point. Déjà, quand ils sont là, nous avons au moins une confiance à 70 ou à 80%. Maintenant, en plus de ça, nos jeunes joueurs, les 3 jeunes joueurs, Agboudjan Elias, Assou Boris et Akako Désiré, eux aussi, ils progressent. Et en plus, ces 2 joueurs, Désiré et puis Boris, ils ont fait des stages en France, voilà, pour pouvoir améliorer leur performance. Et ça fait que aussi le niveau a légèrement monté aussi de leur côté. Donc, à part ça, il y a le groupe. Il y a le groupe et ce groupe, c'est vraiment
un groupe que nous avons depuis pratiquement 5 ou 6 ans, que ce groupe est stable. Et c'est dans cette union, à chaque fois, on arrive à décrocher notre 3e, notre 4e place pour les champions d'Afrique. Donc, cette union est toujours là. Cette force est toujours là entre nous. Et ça fait que à chaque fois qu'on se retrouve, il y a toujours cette communication qui passe rapidement et on arrive à gérer les situations difficiles. Oui. Fanny Dodi, vous avez la pression aujourd'hui. Le DTN vient de le dire, lorsque vous êtes là, en compagnie de Agbeto Gloma aussi, on se dit oui, Fifi Amidola vous dit oui. Donc tout ça là, est-ce que c'est une pression ou bien ça vous donne plutôt de l'énergie, de la force? C'est un peu mitigé. Il y a de la pression et il y a de la motivation aussi. Si tu vas en compétition sans pression, c'est que tu n'es pas ambitieux, comme on l'a dit. Il y a toujours de la pression, même si on ne laisse pas sortir, on ne laisse pas voir dehors qu'on a la pression, il y a toujours de la pression, même les grands joueurs ont la pression. Et vous avez posé une question au DTN, ce qui fait la force de cette équipe. Quand on va en compétition, avant les matchs, on se rappelle toujours des Toufan. Notre chanson, c'est Devi Wulio Mienye, Devi Zanzan Mienye. On chante ça tout le temps, et parce que quand le Togo va en compétition, on ne nous voit pas en tant que joueurs. Parce que nous sommes que des jeunes et on s'amuse, il y a la convivialité entre l'équipe, on se fait des trucs, on se roule par terre. Les gens ils sont venus jouer ou ils sont venus s'amuser. Mais quand on dit 0-0, c'est une autre histoire. Donc lorsque vous rentrez sur le terrain, vous devenez des lions. Ça, c'est une autre histoire. Ah oui. Voilà, entre le ping-pong africain aujourd'hui, vous n'êtes pas en Afrique, vous êtes aux États-Unis. Où est la différence? La différence, c'est le niveau, c'est le nombre de joueurs. C'est l'effectif. Aux États-Unis, maintenant, on a beaucoup plus de jeunes joueurs, des Chinois, des étrangers qui sont là et qui renforcent le niveau. Comparativement au Togo, on n'a pas assez de joueurs. Dans les autres régions, il n'y a pas beaucoup de développement. Si on parle du tennis de table, c'est que Lomé. Depuis, je peux dire, 30 ans, 40 ans, 50 ans, depuis que le tennis de table est né au Togo, quand on parle de tennis de table, quand il y a un grand joueur, un bon joueur qui est sorti, c'est Lomé. Il n'y a pas eu de joueurs de 50C ou de Kada, même si on avait fait des déploiements pour aller former des joueurs là-bas, il n'y a pas eu de joueurs de là. Donc c'est le manque. Au Nigeria, il y a beaucoup de joueurs. Dans tous les États, il y a assez de joueurs et c'est vraiment compétitif. C'est ce qui fait la force de la Chine aussi. Donc au jour d'aujourd'hui, au Togo, on n'a pas assez de joueurs, il n'y a pas assez de compétition. Les frères Lebrun, vous les connaissez? Ouais, je ne les connais pas personnellement, mais je les ai vus jouer aussi. Oui. Très bien. Il a sorti le mot, il n'y a pas beaucoup de joueurs ici. Pourquoi? Oui, évidemment, au niveau du team tap togolais, on n'est pas nombreux. Je dirais que nous avons au moins plus de 200 licenciés et au niveau du team tap togolais. Mais la fédération travaille sur ça. Et puisque déjà avec la francophonie Pongis, il y a un projet en cours où presque les communes des différentes régions du Togo vont connaître l'installation des tables locales. Les tables locales, tables de ping-pong, où le développement se fera d'ici l'année prochaine. Donc c'est un projet qui a été soutenu par la fédération et nous sommes en train et nous espérons que lorsque ce projet sera démarré, au moins presque toutes les régions du Togo puissent pratiquer le tennis de table et pourquoi pas aller au-delà de ça. Parce que tous nos meilleurs joueurs sont à Lomé. Donc une fois que déjà le développement à la base se fera à ce niveau, avec la formation des entraîneurs et autres, ça permettra d'avoir au moins des talents un peu partout au Togo. Le talent, ce n'est pas seulement à Lomé. Le talent aussi peut être retrouvé à Kara, à Dapara, à Sikas et autres. Donc, ce travail se fera dans les années à venir. Les championnats d'Afrique, c'est du 12 au 19 octobre à venir. Dans une semaine, justement, vous serez là-bas à Addis Abeba, déjà en train de faire la compétition. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On va dire, on ne peut que dire que bonne chance, mais est-ce qu'on en aura besoin? Il faut juste être sur ses pieds, avoir la tête sur les épaules et aller compétir. C'est la compétition, il n'y a rien d'autre que la compétition. Vous avez le meilleur matériel? Le meilleur,
on va voir si on peut avoir les meilleurs matériaux qu'il faut. Jusque-là, vous n'en avez pas. C'est maintenant que non, j'ai mes matériaux. Oui. Moi et moi aussi, avec quelques... On peut trouver... on peut trouver. Moi, je ne vais pas dire que j'en manque. Moi, je ne sais pas dire qu'il en manque, mais pour avoir tout une uniforme, l'équipementier, tout et tout, ça coûte un peu cher. Et on n'est pas encore à ce niveau, mais mentalement, c'est bien. On est déjà préparé, on est focus. On est toujours... Amédée Ama, oui. Médaille de bronze, on attend ça ici à partir du 21 ou bien 21 octobre, le temps pour vous de revenir, pour vous célébrer, c'est ça, non? Justement. Très bien, beaucoup de courage à vous. Merci. Et voilà, on va être en communication, en contact depuis Addis Abeba pour avoir les choses de près. Et voilà. Allez, Fanny, on compte sur vous. Ouais. Ça va aller. Ouais. Très bien. Merci d'être venu. Beaucoup de courage et puis à très bientôt. À très bientôt, Franck. Merci. Merci à la radio 91.9. Ça fait plaisir de toujours revenir et passer un peu de temps ici. Plaisir de vous revoir aussi, de parler tennis de table, ping-pong, si vous voulez. Oui. À bientôt. À bientôt. Merci. Voilà, on poursuit Samedi Sport. On va maintenant voir les nouvelles de l'intérieur du pays. Quand on dit ça, vous savez qu'on a rendez-vous avec Gueuler Inoussa. Bonjour. Bonjour Franck Lunyama, bonjour aux fidèles auditeurs de la référence sportive. Bonjour à Grégoire Attignon du côté d'Abidjan. Il faut les transmettre ce message fort des 8,5 millions d'âmes que nous sommes. La nation est derrière. Je sais qu'on va passer devant le Bénin pour être en finale, Franck Lunyama. Très bien. Deuxième journée, pas deuxième journée. On parle du championnat de football féminin. Deuxième journée naturellement de la phase retour, mais 9e journée sur l'ensemble de la compétition. Oui, vous avez presque tout dit. La 9e journée se joue ce week-end à l'intérieur du pays, d'abord en passant par Kara jusqu'à descendre du côté de Tchamba et Sotobois. On aura demain au municipal de Mango. Doumbé, Football Club de Mango, Doumbé veut dire tam-tam parlant, même si c'est les filles de Mango qui jouent. Doumbé de Mango face à Unisport de Sotobois. On aura à Tchamba. Ouro qui mettait des versions féminines va jouer Semasi, Football Club de Sokoré qui chauffe le chaud et le froid. Et après le match contre Tambo, il y a eu un peu de mésentente entre ces filles et le bureau de Semasi Football Club. Et finalement, hier dans la matinée autour de 9h, les 6 joueuses nigérianes titulaires de Semasi de Sokoré décident de quitter le pays. Décident de quitter le pays. Et maintenant, de faire Semasi version féminine fera avec ce que les entraîneurs ont sous la main. Et ça ne serait pas un match facile. Face à Koro qui mettait ses Football Club de Tchamba, vous voyez déjà 5 à 6 joueuses de moins. Et on va, de ce que nous appelons dans notre jargon, colmater les brèches. Et ça ne serait pas facile. Au stade Maman Daninda Football Club de Tchamba. Ah, c'est pas mais. Tambo Football Club de Tchamba version féminine font de sa victoire sur Semasi de 2 buts à 0 ce dimanche dernier, va jouer Fouadan Football Club version féminine de Dapao. Et rappelons que le match Doumbé de Mango face à Unisport de Sokoré se jouera au stade municipal de Mango, Franck. Oui, voilà donc ce qu'il va se passer au niveau de la 9e journée là-bas dans le Septentrion. Alors, on va parler également d'autres actualités. Si vous voulez. Oui, mouvement d'entraîneur. Mouvement d'entraîneur, Franck Nouyama. Vous n'êtes pas sans savoir que quand c'est l'approche de la saison, soit on recrute, soit on confirme, soit on débauche. C'est les 3 équations à réduire: recrutement, confirmation ou limogeage. Voilà. Et au niveau de Semasi de Soubré, c'est Oloubade Adekambi qui a été présenté au public il y a de cela pratiquement 2 semaines, qui sera à la tête des Semasi Football Club de Sokoré. Et puis Bonfo Arimiyaou qui finit sport de Sokoré pour rejoindre l'AS Bina Football Club de Pagouda, on les appelle communément les cornes de la Bina de notre ami Gilles Astiba et puis de Précadium. Et la Bonfo Arimiyaou, ce fin stratège qui a quelque chose à produire et sur lui c'est le foot. Rien que le foot, il faut jouer le foot et ne plus voir tout ce qui se passe. Et du côté de l'entente de Paro Bako, lui, il est devenu directeur sportif. Il cède la place pratiquement à un de ces jeunes.
l'entente de, comme on le dit souvent, l'entente de toujours au pouvoir, mais pas le pouvoir d'en haut, d'en haut, d'en haut, d'en haut. Et revenons ça maintenant. Franck Kounouniama, si on a fini avec ce dossier, maintenant les préparatifs de la saison sportive, c'est Massi de Sokore, va-t-il jouer où dans Tshisekedi? Est-ce en 2-1 ou en 2-2? Franck Kounouniama, c'était prévu que nous allons aborder rapidement la professionnalisation la saison prochaine. Et c'était clair, quand on joue à 16, à la fin, il y aura 4 équipes qui seront reléguées en deuxième division. Et le classement de la date du 31 juillet 2024, dit stipule Astro de Kara, l'équipe championne du Togo, ASK vice-championne, les clubs suivants, Semati de Sokore, Kakadou de Toufelgou, Mikenti de Bassar et Dito Football Club de Lomé sont relégués en division inférieure. Entre parenthèses, le règlement de compétition de 2023-2024. Maintenant, nous sommes en 2024-2025 et cette professionnalisation n'aura pas lieu. Cette professionnalisation n'aura pas lieu lors de la nouvelle saison. Et maintenant, à quelle sauce sera mangé ce match de Sokode Franck Kounouniama? Je crois que le public sportif de Tchaoudo, les Semo, retiennent leur souffle, Franck Kounouniama. Quand vous sortez dans la rue, un peu partout, même parfois, même la nuit, le téléphone retentit, ce match jouera à quelle division? Dans Tshisekedi compose un peu partout. Je crois que si peut-être la Fédération togolaise de football pourra d'ici un temps peu, surtout qu'il y a eu une première réunion de la Fédération togolaise de football où les présidents des clubs ont compris, hein, il faut ajouter la subvention. Il faut ajouter la subvention et là on verra, surtout que la professionnalisation n'aura pas lieu, où va jouer ces matchs de Sokode en 2-1 ou en 2-2. Mais si on s'en tient au règlement de compétition 2023-2024, ces matchs jouera en deuxième division et voilà que cette professionnalisation n'aura pas lieu. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Nous attendons Franck Kounouniama, le colonel Guy Atovi et les membres du comité exécutif de la Fédération togolaise de football, Franck Kounouniama. Il y a certains qui ne dorment plus, hein. D'autres ne dorment plus. Ils attendent le dernier de la Fédération togolaise de football pour voir où va se trouver concrètement Semati Football Club de Sokode Franck Kounouniama. Merci Gueuler, excellent week-end, on va dire. À bientôt. Merci et bon vent aux éperviers du Togo à Annaba. Et là, tenez-vous bien Franck, ça ne serait pas facile parce que les Algériens nous cherchent comme du lait sur le feu. Ça ne serait pas facile. Transmettez le message à Daré Nibombe. Il faut bétonner la défense. Il ne se sera un match nocturne, surtout que nous les avons battus en Afrique du Sud où le poteau était parti. Hein. Mais là, si c'était ces éperviers-là, tout le monde devait être tranquille. Mais nous devons prier, nous devons accompagner pour qu'ils puissent faire un bon match. Sinon, nous sommes en danger, Franck Kounouniama. Merci, Gueuler Inoussa. À très bientôt. On va dire tout simplement que l'acte 9 de la D1 nationale de football, chez les dames, il y a déjà un match à suivre cet après-midi entre AS Auxerre et puis Entente qui se plaît et qui est leader de la poule A, sans danger pour le moment. Et demain, les deux autres matchs de la poule A. Atleta qui joue contre US Samou au stade de la jeunesse club d'Agoé. Le match à SOTR Entente également a lieu là-bas au stade de la jeunesse club d'Agoé. Et puis le troisième et dernier match de la poule A ce week-end, c'est bien la C Barracuda qui joue contre Wina Girl au niveau du stade d'Ablogame. Dans la poule B, on a ce match entre Doumbé et Unisport à Tandoir, Koroki contre Semassi à Tchamba et puis la Estambo contre Fouadan à Atakpame. Voilà donc le calendrier de cette 9e journée de la D1 nationale de football côté féminin. Et on va dire tout simplement que pour ce qui concerne la saison prochaine, personne n'en sait grand-chose. Les responsables de clubs ont été rencontrés la dernière fois par le comité exécutif. Chéri Adiogli, bonjour. Franck, bonjour aux confrères autour du plateau, bonjour également aux auditeurs de la 91.9. Très bien, alors les clubs réclament une augmentation de leurs subventions, mais la rencontre de la dernière fois n'a produit grand-chose, on va dire. Oui, c'est ce qui est ressorti de cette rencontre. On a posé des questions, on a échangé en long et en large, mais l'essentiel de ce qui devrait être dit, notamment la question de la subvention et on va dire la professionnalisation, ces deux questions
ma foi, n'ont pas été élucidés comme ça devrait être. Et donc aujourd'hui, c'est encore du suspense. Les clubs ne sont pas tellement situés. On sait que les clubs au Togo ont besoin de moyens. Maintenant, est-ce qu'on crée des clubs pour attendre des subventions? On l'appelle subvention, cela voudrait dire que c'est une aide. Et donc... Nous sommes dans un championnat amateur. Justement, mais on est dans un championnat amateur, mais on fonctionne comme des clubs professionnels. Ces clubs-là existent depuis un bon bout de temps. Et donc, à cet effet, ils pouvaient s'organiser et en 2024 ne plus trop être regardants en ce qui concerne la subvention apportée par l'État. Mais comme vous l'avez dit, nous sommes dans une situation où l'État qui décrète ou qui ne donne pas la possibilité qu'on aille au professionnalisme ou à la professionnalisation, du moment où on est dans le système amateur, l'État est obligé d'être le pourvoyeur de ce système-là. Et c'est là que l'État doit intervenir. Maintenant, la fédération également, on a constaté que ces dernières années, elle a quand même des partenaires qui sont un peu des partenaires de renom. Je pense que ces partenaires-là, ce qu'ils apportent également, ça peut aider à ce que l'on puisse aider les clubs. Donc tout ceci est mis ensemble. En réalité, si les choses se faisaient dans les normes, on devrait apporter des réponses à ces questions-là au club. Très bien, on va voir, Henri Akodo, on va dire tout simplement qu'on est en train de repartir sur l'ancienne formule, même si on ne connaît pas aujourd'hui exactement la date du départ de la prochaine saison. Exactement, Franck. Et moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a pris la décision, on a pris la loi sur la professionnalisation, si on savait tant bien que mal qu'on aura beaucoup de difficultés à pouvoir le matérialiser. Parce que ça ne sert à rien de prendre des décisions, de voter des lois, de passer d'atelier en atelier. Combien d'ateliers n'a-t-on pas organisé à ce sujet dans ce pays? Et on est passé d'atelier en atelier. On est parti louer des hôtels, on a payé les formateurs, on a fait déplacer des gens. Ils ont pris des primes. Après, on végète dans ce que j'appellerais une certaine incertitude. C'est bien ancré dans nos habitudes ici et c'est vraiment dommage. C'est du temps perdu pour rien. Et pour moi, il va falloir que les premiers responsables du sport togolais, je parle de la tutelle, mais également les responsables de la Fédération togolaise de football doivent se regarder dans la glace et se dire les vérités et pouvoir prendre des dispositions idoines pour qu'on puisse élucider le plus tôt possible cette question-là. Très bien. Alors, Prosper, lui, il est sceptique. Il a dit, même dans 5 ans, on ne va pas commencer la professionnalisation, dit-il. Je n'ai plus besoin de lui poser la question. Oui, Mohamed Touré, qu'est-ce qu'il se passe lorsque vous regardez un peu la programmation du calendrier ici au Togo? Jamais on a réussi à être dans le temps, à s'aligner sur le calendrier international pour éviter, on va dire, des changements de programme, pour éviter voilà, des journées en retard. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Souvent, Iko Rodrigue a l'habitude de dire quelque chose quand il parle des technocrates à la tête de nos sélections, de nos équipes, de nos clubs. Ça me fait rire. Ça me fait rire, ce n'est pas parce que Iko ne parle pas bien, mais ça me fait rire parce que ces technocrates-là, qui doit les détecter? Qui doit chercher ces technocrates? Comment reconnaître ces technocrates? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ceux qui sont habilités à détecter ces technocrates doivent être ces technocrates. Oui, ça veut dire que cette cacophonie au niveau de notre fédération, moi, franchement, nous allons tourner en rond. Aujourd'hui, on peut donner 10 ans de mandat de plus, ou bien 10 mandats de plus à ce bureau. Le football togolais ne va jamais évoluer. Est-ce que ça fait leur problème ou bien c'est au niveau du sommet même? Non, ce n'est pas au niveau du sommet. Je pense que si tout est planifié au niveau de la fédération, pour soumettre au sommet, il faut comprendre, nous parlons du football. Oui, mais c'est l'État qui a voulu qu'il y ait la professionnalisation. Mais au même moment, l'État ne semble pas prêt. L'État a délégué certains pour diriger ce sport. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Quel rapport ils font à l'État? Si l'État prend une décision, avant que l'État ne prenne une décision, normalement il doit y avoir des échanges entre l'État et la fêtière.
Est-ce que cela a été le cas? Quel rapport la fêtière fait à l'État par rapport à l'évolution du football? Tout ça, cela ne veut pas dire que c'est l'État et que l'État a décidé que la fédération va accepter. La fédération doit... Parce que l'État a constaté que, j'avais dit ça la fois passée ici, des fois quand il y a des guéguerres entre la fédération et le ministère, parce que au niveau du ministère, il y a des gens qui savent qu'au niveau de la fédération, il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses. Si aujourd'hui nous avons une fédération digne de ce nom, qui planifie les choses à temps et dans les normes, cela ne peut pas nous arriver. Nous tournons en rond. Aujourd'hui, moi je vois qu'au niveau de la fédération, il n'y a aucune organisation, il n'y a aucun planning. Ah bon? Je pense que oui, ça il faut qu'on se le dise. Mais parce les championnats ont lieu chaque année. L'équipe nationale joue les éliminatoires. Le championnat, les juniors vont jouer. Le CHAN va être disputé. On va participer aux éliminatoires. Mais je pense que si les gens membres de la fédération vous écoutent, c'est comme si vous êtes en train de vous moquer d'eux. Non, mais compétition. Non, mais je dis ce qui est. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Les juniors, ça se passe comment? Les cadets, ça se passe comment? Même nos équipes apprimées, ça se passe comment? Le championnat, qu'aujourd'hui tout le monde crie qu'on n'a pas un championnat de haut niveau, que nos joueurs locaux ne valent rien de fou, quoi. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème, c'est la fédération. Aujourd'hui, depuis des années, depuis que cette fédération-là, on a toujours parlé de la direction technique nationale. Ça a donné quoi? Aujourd'hui, on nous amène quelqu'un. On ne sait pas lire. Parce que tous ceux qui ont passé avec cette fédération en tant que directeur technique national, on était ensemble à plusieurs sur ce plateau. Théoriquement, quand ils parlent, attention, on a tout fini. Mais quand on les nomme, on ne sait pas quel cas de charge on les donne. Eux, je suis bon, c'est pour la forme, ils sont là-bas. On ne comprend pas. Voilà, très bien. D'ailleurs, on va parler de la direction technique d'ailleurs. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais tout simplement ajouter quelque chose. Oui, Franck, cette question en réalité. Oui. 30 secondes. Vous savez qu'on a perdu beaucoup de temps. Oui, je voulais tout simplement dire que pour régler ce problème-là. Quel problème? Le problème comment on appelle, de la valorisation même de la pratique même du sport chez nous. Je l'ai toujours dit, il faut que le président de la République ait à ses côtés des conseillers sportifs dignes de ce nom. Conseillers sportifs dignes de ce nom, ce sont eux qui savent comment planifier les choses pour pouvoir les mettre sur le terrain. Sinon, on peut faire des colloques, tout ça là, les gens iront prendre des primes. Oui, quelques secondes. Sans dédouaner les responsabilités de la Fédération togolaise de football, qui bénéficie de la délégation de pouvoir de l'État pour pouvoir véritablement organiser le football togolais, je pense que la première grande responsabilité incombe aux premières autorités de ce pays. Dans le programme national de développement, le PND, le mouvement sportif, c'est-à-dire le sport, occupe une place centrale dans ce programme-là, en tant que vecteur de développement, de rayonnement diplomatique. Et pourquoi ça ne se fait pas? En tant que tel, je pense que ce sont les premières autorités qui doivent nourrir cette ambition politique-là. En faisant quoi? On est en train de patauger. En fait, pour faire de la professionnalisation, le premier outil de travail, c'est les infrastructures, c'est les pelouses. On a combien de bonnes pelouses On veut faire du coq à l'âne? Absolument. Donc je pense que, oui, il faut situer les responsabilités. La fédération est autant responsable que les politiques. Très bien. Franck, j'appuie ce qu'il dit, disant tout simplement que quand on parle des premiers responsables, les autorités, c'est elles qui mettent en place cette politique-là. Et quand il parle de PND, justement, c'est une planification des premiers responsables. Et pour mettre en application tout cela, il faudrait juste qu'on s'organise bien. Maintenant, moi je dis quelque part, les politiciens ou bien le politique dans notre pays, quelque part, que ce soit la mouvance présidentielle, les opposants et consorts, j'ai comme l'impression tout ce beau monde-là ne mettent pas le sport en priorité dans ce pays. Parce que vous ne verrez nulle part les opposants parler de la gestion de la chose sportive. Le sport n'est pas une priorité. Par exemple, on va voir que sur les qualifications, le match contre l'Algérie, il y a un vol spécial qui est mis en... est-ce que ce n'est pas... J'ai comme l'impression, quand on parle du sport, on parle de la gestion de l'équipe nationale et ça s'arrête là. Et j'ai comme l'impression, du moment où ça joue, ça n'a qu'à jouer. Si ça joue, et que les gens ne se plaignent pas, il n'y a pas de souci. Henri vient de dire quelque chose, le sport occupe une place centrale dans le PND. Justement, mais quand on forme les commissions au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple,
Et il doit y avoir une commission chargée des sports également. Est-ce que vous entendez parler de cette commission-là? Est-ce que cette commission fait des lois? Est-ce que vous avez de ces députés-là qui amènent les questions sportives? Mais quand on parle de la jeunesse, aujourd'hui, de nos jours, dans tous les pays, c'est le sport d'abord pour la jeunesse. C'est le sport qui fait rayonner la jeunesse. Le sport est un moyen de publicité gratuite pour un pays aujourd'hui. Maintenant, chez nous, on a comme l'impression, bon, tout ceci, on fait du sport parce que si on ne fait pas, les gens vont dire qu'on ne fait pas du sport chez nous. On a besoin de cette organisation-là, on a besoin de cette planification-là. Et ça part d'abord du sommet, comme Ari est en train de le dire. Oui, la fédération est là, mais la fédération, le sport, ça se passe dans un pays. Et pour que ce sport-là puisse se développer, ça part de la politique sportive. Vous avez annoncé qu'on va parler de la direction. La direction technique, elle ne déroule que la politique sportive du pays. Voilà, justement, on a lancé un appel d'offres depuis très longtemps maintenant. On semble être, on va dire, au bout du tunnel. Et la dernière fois, Radio Sport FM a voulu savoir un peu plus par rapport à la nomination du nouveau directeur technique, celui qui va remplacer Nieni Sebabi. Et Latif Irouma est allé poser la question au secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Tété Agboudan. Hervé Tété Agboudan, bonjour. Bonjour, monsieur Latif Irouma. À quel niveau se trouve le processus de désignation ou de nomination d'un nouveau directeur technique de la Fédération togolaise de football? Disons que nous sommes à l'étape finale. C'est vrai que ce processus a un peu traîné, mais c'était dans l'ordre normal des choses parce que c'est un processus qui a été mené de bout en bout en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs qui a mis en place un arrêté sur le sujet. Donc, depuis mai, nous avons travaillé sur les dossiers de candidature, des candidatures ont été reçues, il y a eu des évaluations, il y a eu de la communication avec le ministère des Sports et des Loisirs, au point qu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que le comité exécutif a arrêté un nom, et avec ce nom-là, nous sommes en train de faire les dernières tractations. D'ici, normal, la semaine prochaine, vous devez le connaître officiellement, et il est même d'arriver depuis dimanche, on est en train de faire les dernières tractations. On peut sous-entendre que c'est un nouveau directeur technique qui viendra de l'extérieur? Oui, il viendra de l'extérieur, mais c'est un Togolais. C'est un Togolais qui a longtemps fait les beaux jours de notre football ici avant de s'expatrier. Aujourd'hui, il a les bagages nécessaires pour pouvoir nous accompagner sur nos différents projets. Vous avez un nom qui sera communiqué dans les prochains jours. Ils étaient combien avant, justement? Je pense qu'on a au moins 6 candidatures. 6 candidatures à quelques Togolais, 3 ou 4 Togolais, que ce soit les nationaux ou les expatriés, c'est des Togolais. On avait eu même la candidature d'un Rwandais qui travaille beaucoup au niveau de l'Afrique centrale. Mais a priori, tous ceux qui ont déposé, il y a beaucoup qui connaissent déjà le Togo, qui sont déjà venus. Il y a déjà certains qui ont travaillé même ici sur d'autres projets et donc connaissent un peu les problèmes que nous avons et ont su proposer des solutions. Mais tout ne dépend pas que de cela, ça dépend aussi d'un moyen que demande chaque DTN. Voilà, donc il y a certains qui ont demandé à être payés comme les sélectionneurs. Visiblement, vous savez que nous ne pouvons pas. D'autres, bon, chacun a essayé de donner ses prétentions financières. Et après discussion avec le ministère, on a arrêté quelque chose quand même qui permette quand même de lancer les activités du nouveau directeur technique sur le terrain. Vous lui donnez un cahier des charges ou celui qui vient avec son projet? Il peut élaborer un projet, mais si maintenant son projet coïncide ou bien rencontre notre projet, tant mieux. Mais comme vous le savez, le projet du directeur technique national, c'est de développer la politique de football au niveau du pays. Et donc, il y a toujours une ligne de départ qui est tracée par le ministère des Sports, suivie par chaque fédération. En ce qui nous concerne, nous sommes dans le football et nous savons quels sont nos projets, quels sont nos problèmes et quelles sont les difficultés auxquelles nous faisons face et comment venir à bout de ces difficultés-là. Donc, on a trouvé quelqu'un qui quand même comprend un peu la problématique, connaît le contexte et qui va s'entourer d'autres personnes sur le terrain pour pouvoir très vite relever la direction technique que nous souhaitons. La fédération a pris toutes les dispositions pour qu'on puisse avoir une vraie direction technique nationale. C'est ce que nous mettons en place, c'est-à-dire que la fédération, le comité a essayé de faire l'analyse de l'état des lieux, de ce qui a été fait jusque-là, ce qui a pu marcher, ce qui n'a pas pu véritablement faire que nous ne sommes pas arrivés à construire réellement notre direction technique nationale. Donc ces éléments ont été pris en compte pour pouvoir élaborer quand même une vision, un projet qui permette à celui qui va arriver de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. L'idée n'est plus d'avoir une seule personne. D'ailleurs, l'actuel directeur n'est pas seul. Il est entouré quand même d'au moins 4-5 personnes qui travaillent avec lui. C'est maintenant de renforcer le département avec des gens, des personnes assez compétentes, chacun dans son domaine, pour pouvoir impulser le développement qu'on souhaite.
Donc il y a plusieurs volets, le football de base, le football senior, la formation surtout au niveau des entraîneurs. Et il y a aussi le TDS qu'on n'oublie pas, il y a le football féminin également qui fait partie de ce département-là. Donc vous voyez, en réalité, la direction technique doit être une machine au niveau de chaque fédération. Malheureusement, chez nous, par manque de moyens, on se contente de très peu. Si la direction technique nationale marche très bien, le secrétariat est un peu allégé parce que là, parfois, nous faisons office de technicien alors que nous ne connaissons rien en matière d'entraîneur. Bon, on en visualise tous les jours, mais ce n'est pas aussi, on n'a pas de diplôme pour ça. Mais laisser plutôt la place à ceux qui ont le diplôme, ceux qui ont le niveau, ceux qui s'y connaissent réellement de travailler pour pouvoir apporter quelque chose. Et dans ce sens-là, même Daré, qui est quand même un instructeur UEFA, va pouvoir apporter sa contribution au niveau directeur technique national pour trouver des voies et moyens pour pouvoir vraiment relever le football au plan technique. Hervé Tété Agbodan, merci. Je vous remercie. Voilà, Hervé Tété Agbodan et Latif Irouma par rapport au directeur technique national. On l'attend depuis. L'appel d'offres a été lancé, je pense, depuis avril. Ça fait pratiquement 7 mois. Et le secrétaire général qui dit, oui, si tout va bien, la fumée blanche va sortir dès la semaine prochaine. Vous saviez qu'il y avait des Togolais, il y avait un Ivoirien, il y avait un Rwandais, il y avait, oui, les Togolais, on peut les citer. Il y avait Jonas, il y avait... qui est Abrao, sa mère, et Cloudodi également. Voilà, parmi les trois, oui, on peut. Il semble qu'il a pendant longtemps évolué à l'étranger. Ben, s'il y a Jonas Kokou comme là, s'il y a, on va dire, Abrao, sa mère, et Cloudodi, ben, il se trouve où? Ça saute aux yeux. Vous le voyez, vous? Ça saute aux yeux. Oui. Ça a été clair. Vous le voyez? C'est lui? Pareil, selon les indices, si on épie un peu ce que le secrétaire général a dit, on comprend largement dans les lignes que Cloudodi paraît être, certitude, à moins qu'on ne se trompe. Bon, on arrivera à la conclusion que c'est lui qui est pratiquement désigné donc, par la parabole du secrétaire général. Bon, maintenant, c'est vrai, il faut, je crois que dans les clauses même de la FIFA depuis un certain temps, les directeurs techniques nationaux plutôt, les directeurs techniques nationaux doivent être des nationaux. Vous allez voir quand même que partout ailleurs dans le monde entier, ces directeurs sont des gens, des autochtones. Bon, maintenant, pourquoi? Parce que le sport pratiqué tient compte donc de certains aspects. La philosophie du jeu se construit, on parle de l'anthropologie, on parle de tout ce qui concerne donc la construction, l'effet que ça apporte. Donc je crois que à partir de là, l'exemple est avec les grandes nations de football, le voit. L'Espagne avec les petites tailles, ils ont construit dans leur philosophie de jeu, l'Allemagne avec la grande taille, ils ont construit les Anglais, les Français partout ailleurs. Donc je crois que on est dans l'escarcelle du choix, et pour nous, il faut mettre en place, comme le secrétaire général a dit, une direction technique nationale. Très bien. Dire avoir des démembrements un peu dans toutes les régions. Voilà. Henri Akodo, oui. Les deux qu'on avait connus, je vais partir de Kwadjo, Lanou et Litia, Nieni Sebabi, les lignes n'ont jamais bougé. On a vu presque aucune action venue ou bien venant de ces deux. Maintenant, l'objectif qu'on doit assigner à ce nouveau directeur technique, si c'est Cloudodi, qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire? Parce que les deux n'ont pu rien prouver finalement. Oui, ici c'est Cloudodi qui est confirmé, directeur technique national. La tâche ne s'annonce pas aisée pour lui parce qu'il doit pouvoir véritablement coordonner les activités de cette direction technique nationale qui a un rôle essentiel, phare. Je dirais que c'est la cheville ouvrière même du développement du football dans notre pays, parce qu'il est amené à pouvoir faire de la planification, de la prospection, mettre en place une stratégie claire, affirmée, assumée en termes de formation des talents, de recrutement, d'initier les talents, former les cadres, pas que les jeunes talents, mais les cadres, les formateurs des formateurs, et avoir des démembrements, comme l'a dit Prosper, dans chaque région, parce qu'il est le
j'allais dire, le coordinateur de toutes ces actions-là. Ce n'est pas un directeur technique national qui doit être vautré dans son bureau ici à Lomé, faire le tour des médias, et parler, faire de la théorie. Mais il faut qu'il puisse travailler sur le terrain, connaître bien véritablement les enjeux et mettre en place une politique de développement de notre football pour que véritablement le Togo puisse avoir des résultats périns et non des résultats sporadiques. Prosper a dit quelque chose, j'aimerais apporter une petite nuance. Bon, sous d'autres cieux, on a quand même connu des directeurs techniques nationaux étrangers. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est Ludovic Batelli, c'est un Français. Au Ghana, c'est un Néerlandais qui est au poste. Mais le choix des Cloudodi, si ça se confirmait, serait un choix assez judicieux parce qu'il connaît un peu le contexte pour avoir évolué avec cette sélection, ancien capitaine d'Agaza. S'il connaît, il a un diplôme de l'UFA également. Il a dirigé la session développement de sport du Samoa niortais pendant plusieurs années. Donc je pense que c'est un homme d'expérience qui a beaucoup de charisme et qui doit pouvoir apporter du sien pour que le Togo puisse avancer. Et pour finir rapidement, j'ose bien croire la bonne volonté des autorités de la fédération. C'est bien beau ce que le secrétaire général Evry Agodan dit, mais après, il faut qu'on donne les moyens à cette nouvelle équipe-là pour qu'elle puisse travailler. Ça ne sert à rien de faire les appels à candidature, de mettre en place une direction technique nationale et qu'au finish, ces gens-là n'aient pas les moyens de leur politique. Voilà. Chéri Adoglé, qu'est-ce qu'on peut attendre du nouveau directeur technique? Personne ne confirme ici que c'est Cloudodi, mais c'est à la fédération de dévoiler le nom. La semaine prochaine, nous faisons des suppositions, nous parlons sur des hypothèses. Ça peut être quelqu'un d'autre qui sait, mais le nouveau directeur technique, parce que ce département a forcément manqué au football togolais depuis des années. Donc, qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il doit pouvoir travailler, faire la refondation du football togolais. Mais Ari a décliné tout ce qui fait partie de son cahier de charges. Maintenant, il ne pourra le faire que par la volonté de ceux qui l'ont nommé, en lui donnant les moyens nécessaires. Alors moi, j'étais content quand le ministère des Sports a décidé de prendre en charge ou d'être regardant dans le choix des directeurs techniques au niveau des disciplines sportives. Cela voudrait dire que l'État, à un moment donné, a pris conscience que les directeurs techniques nationaux déroulent sa politique sportive. Et j'attendais derrière qu'on redéfinisse cette politique sportive-là afin de faire des choix de discipline à accompagner selon des programmes précis. Et ça n'a pas été fait. Toutefois, quand nous parlons du football, le ministère des Sports est là, la fédération est là. On a fait un processus qui va aboutir à un an la semaine prochaine. Maintenant, derrière, il faut donner les moyens à ce directeur-là de pouvoir mettre en place une direction technique digne de ce nom. Et maintenant, commencer le travail par la formation des formateurs, puisque le football togolais a besoin de ça aujourd'hui. La dernière fois, je parlais d'une réorganisation des centres de formation. On peut commencer par là, en donnant les moyens à cette direction technique-là de pouvoir faire ce travail-là, puisque si résultat il doit y avoir, ça doit commencer par la base. Très bien. Et la base, c'est d'abord les centres de formation. Donc, aujourd'hui, l'État doit définir clairement. Quelque part, le SG disait que le directeur technique doit venir avec son projet. Ce projet-là, on lui présente d'abord la politique sportive du pays. Et lui, il essaie d'adapter son projet par rapport à cette politique sportive-là. Si c'est lui-même qui façonne son projet quelque part pour venir implanter ça dans le pays, je pense qu'il y aura des phasages avec ce que les autorités veulent pour le sport dans le pays. Donc, nous voulons pratiquer tel sport en fonction de ça. Il peut élaborer un projet qui va dérouler donc cette politique sportive-là. Je pense que c'est ce qui a été fait. Et dans ce contexte-là, ça peut marcher. Donc aujourd'hui, les moyens pour ce directeur technique et essayer de l'accompagner dans sa fonction. Pourquoi pas? Oui, Mohamed Touré, oui, peut-être un nouveau départ avec un nouveau directeur technique national. Oui, ça serait vraiment salutaire pour un nouveau départ.
Mais moi, je reste pessimiste, je ne crois pas. Ah bon? Oui, je ne crois pas. Il y a un nouveau directeur. Oui, il y a un nouveau directeur. Ouais. Puis c'est bon, effectivement, par rapport au nom sur les réseaux sociaux, ça a déjà fuité. Parce que, et puis par rapport à ce que le SSG a dit, qu'il est déjà arrivé, donc ça a dit que c'est Koulibaly Dodi qui est à l'extérieur. Donc c'est lui qui est arrivé. Donc, il y a d'autres Togolais à l'extérieur. Moi, je confirme que c'est Koulibaly Dodi. Puis c'est lui qui a prétendu. Maintenant. Vous êtes le secrétaire général. Oui, non, je ne suis pas le secrétaire général. Mais maintenant, est-ce qu'il aura les moyens à sa disposition? Est-ce que Koulibaly Dodi aura les mains libres à travailler? Est-ce qu'on ne veut pas l'imposer certaines personnes si on sait ce qui se passe autour de notre sport, bien du football en particulier? Est-ce qu'on ne peut pas l'imposer des noms? Est-ce que lui aussi, étant un Togolais, ne viendra pas tomber dans nos togolaiseries en choisissant ses camarades, ses copains? C'est ça, tout ça là qu'on doit bannir. Nous sommes là pour un résultat, il faut qu'on mette du sérieux pour travailler. Quand il vient, et il voit que ça ne le plaît pas, il a vraiment un programme, il veut faire avancer, ça ne le plaît pas, alors là, qu'il dise franchement que ce qu'on me propose, je ne suis pas d'accord. Mais, on sait ce qui se passe, les gens acceptent de travailler, et après tout, c'est pour crier qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas mis ceci à ma disposition, et après tout, c'est le flou. Donc moi, pour le moment, je ne crois en rien. Vous êtes pessimiste, vous faites Saint-Thomas. Voilà, Saint-Thomas, oui. Quelque chose encore? Oui, 5 secondes. Rapidement. Oui. Quand vous regardez un peu sur les 5 dernières années, notre championnat a du mal à placer des joueurs à l'extérieur, en Occident, en France par exemple. Et à part même dans le golf. Dans le golf. Osama Hakim, il me semble, il est le dernier exemple en la matière. Il a quitté le championnat, il a signé au LOSC. Même si après, il a disparu. Il a disparu des radars. C'est symptomatique des carences tactiques de nos talents. Donc ça veut dire que la formation, elle n'est pas de qualité. Parce que quand on fait la comparaison sous d'autres cieux avec nos amis béninois, nos amis ivoiriens, nos amis sénégalais, chaque été, il y a plusieurs jeunes talents qui sortent et qui signent directement dans des clubs européens. Ça illustre clairement. Ça apporte une plus-value. Absolument, ça illustre clairement, véritablement, le chantier, c'est-à-dire le déficit en termes de formation. Et c'est le chantier principal qui attend et Koulibaly Dodi. Il va réussir si on lui donne encore une fois les moyens. Parce que après la formation, les détections, il faut que ces joueurs-là jouent des championnats de jeunes. Et ça, à ce niveau, c'est-à-dire, il a besoin des moyens. Très bien. Ça nous permet de continuer avec l'équipe nationale qui a 2 matchs à venir, matchs très importants. Ces 2 matchs vont déterminer la participation du Togo à la prochaine CAN au Maroc en 2025-2026, puisque ça commence en décembre 2025 et ça prend fin en janvier 2026. Ça, c'est un calendrier particulier. Ce qui a fait sortir d'ailleurs Patrick Ndomo, l'ancien attaquant des Lions Indomptables, qui envoie, on va dire, une pique à l'endroit de la FIFA pour dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne sonne pas bien, une CAN en décembre, janvier, alors qu'en Europe, l'euro est fixe. La Coupe du Monde est fixe. On sait que c'est en juin ou voilà, même si la dernière fois on a fait autre chose au Qatar, c'est des dates avec des mois précis qu'on dispute ces compétitions. Donc on marque juste une pause et puis on vient pour parler des éperviers. Très bien, on continue de mouiller le maillot pour vous faire savoir tout simplement qu'Azarg, l'association sportive Aigle Royal de Gakli, est en congrès électif, si tout va bien. L'actuel bureau exécutif dirigé par Ouadja Lantam, actuel entraîneur de Barracuda, va être reconduit tout simplement. Et voilà, il n'y aura pas de changement et il semble qu'il y aura 3 nouveaux venus dans le comité exécutif. Et on va saluer notre confrère Patrick Amoussi qui reste, on va dire, le chargé de communication de Azarg. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et aussi, il faut noter que en novembre prochain, le 2 plus précisément, on ira au congrès du côté de la Ligue Lomé Golf. Togbuk Palik Pachou est là depuis plusieurs années et cette fois-ci, il va libérer le plancher. Oui, il faut y aller. Ouais, il est temps pour qu'on puisse quand même connaître d'abord cette date-là, puisque depuis un bon bout de temps, les ligues étaient en train de... le 2, je vois. Oui, justement. Donc désormais, on a une date. Maintenant, on a la confirmation également que Togbuk n'y va plus. Il va libérer donc le plancher maintenant. Qui va remplacer Togbuk, c'est là que on entend des listes où
on apprend qu'il y a des listes qui sont en train d'être mises en place. Il faut les citer, on a cité Florent Kataka, on a cité Jean-Marie Tété, Jean-Marie, ils sont nombreux, Agboli, il y a des noms qui fuitent de partout. Maintenant, oui, toutes ces personnes peuvent avoir l'ambition donc de pouvoir diriger la Ligue. Maintenant, il faut venir avec un projet, et ce projet-là doit pouvoir convaincre donc l'électorat de cette Ligue-là. Si tant est que c'est des projets qu'on vote et qu'on ne vote pas la tête des personnes, le meilleur projet doit passer. Et ce projet-là doit prendre appui sur la politique mise en place par la Fédération togolaise de football également. Maintenant, attendons de voir ce que ça va donner. Vivement que les électeurs puissent voter le bon projet pour la Ligue. Voilà, il y a beaucoup de listes, vous l'avez dit. On a parlé de Florent Kataka, on a parlé de Jean-Marie, on a parlé de Patrice Agboli, Ameti Valentin, qui était d'ailleurs le premier vice-président du bureau sortant. Du bureau sortant, susceptible de remplacer Togbe s'il partait. Et Patrice Agboli, je douterais fort. On parle même de Carlos Solim Dasco. Prosper Agbouklou et Damouzou Tété. Ils sont nombreux. Hein. Là, c'est un démembrement important de la fédération. Hein. Il faut avoir des projets porteurs. Des projets porteurs. Et je crois que on peut tout simplement remercier Togbe Bacho pour sa longévité à la tête donc de le remercier. Oui, il a fait ce qu'il peut. Bon, maintenant, les temps ont changé par rapport d'abord à son âge et ce qu'on voit aujourd'hui. Je crois que on a besoin donc de plus de dynamisme ainsi. Donc parmi ceux que nous sommes en train de citer, enfin les noms qui ont fuité, on dira tout simplement que ce sont tous des acteurs du football. Maintenant, il va falloir parmi eux connaître celui qui a vraiment la potentialité. Parce que vous savez, le football est devenu scientifique. La planification est un devoir, une maîtrise qui appelle le dirigeant, parce qu'on ne va plus mettre la tête peut-être un dirigeant et avoir des gens. Il faut que le dirigeant même soit technocrate, le mot même là revient, qu'il soit un vrai technocrate qui est déjà... Bonjour au passage à Iko Rodrigue qui adore ce mot-là. Voilà. Donc, qui maîtrise les rouages, la connaissance, qui peut planifier, qui peut donner, je dirais tout simplement, consciemment et avec beaucoup de qualité, le devoir à préciser les choses. Il ne va pas être celui qui est à la tête et en bas, il y a des gens qui viennent. Il faut que lui-même possède la matière. Donc, parmi tous ces gens-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui possède la matière? Moi, je ne saurais le dire, mais je crois quand même que quand on scrute un tout petit peu les choses, il faut avoir au moins faire, par exemple, le management du sport. Moi, je crois que ça fait partie des rôles de la connaissance donc, du dirigeant. Et sans cela, aujourd'hui, partout ailleurs, vous allez voir si les choses se développent ailleurs, c'est parce que les gens ont compris qu'il faut apprendre la chose. On ne le fait plus pas, comme on appelle, amateurisme ou dilettantisme. Donc, je crois qu'il va falloir que la commission qui va s'occuper donc de la sélection, de l'étude des dossiers, ait elle aussi, comme on appelle, cette connaissance-là, possède la matière pour pouvoir choisir. Et on ne doit plus le faire sur le coup donc de la connaissance, de l'amitié, tout ça là. Oui, il faut aller vraiment vers le professionnalisme pour que notre football vraiment connaisse, comme on appelle, un essor palpable. Henri Akodo, on ne doit pas projeter tout le monde à ce niveau. On parle de la Ligue de Lomé, c'est quand même un démembrement important, hein, qui participe au développement du football. C'est une entité très essentielle dans cette politique de développement du football dans notre pays. Et ceci étant, je pense que les uns et les autres l'ont déjà dit, il va falloir que toutes ces personnalités-là qui sortent de la tête de l'eau pour pouvoir postuler puissent avoir un projet cohérent, consistant, un projet qui puisse épouser l'approche prospective, c'est-à-dire la planification, l'organisation. Et on connaît tous le problème de notre football
on est en panne de résultats depuis plusieurs années, c'est parce que justement, on parlait de la direction technique nationale tout à l'heure et la Ligue est un démembrement assez important. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans tout ce lot, dans cette myriade de personnalités, il y a quand même des gens qui ont une compétence avérée, si je peux le dire ainsi, parce qu'ils ont déjà dirigé certaines institutions. Il y en a qui ont fait le management des sports et il revient véritablement aux décideurs, aux électeurs de pouvoir prendre la bonne décision pour que véritablement ces élections-là puissent être profitables pour le football togolais. C'est important, oui. Mohamed, vous voulez placer un mot? Oui, je vais placer un mot. Lorsque la fois passée, j'avais lu le remarqueur de notre cher Stéphane Antigossou. Et quand j'ai vu tous ces noms qu'il a cités, j'étais énervé, je ne commençais pas à parler seul. Je me dis, mais c'est quoi ce... Qu'est-ce qui vous énerve? Pourquoi je le dis? Je sais que Stéphane Antigossou ne donne pas des informations parce qu'il faut donner dans son remarqueur. Il a des sources. Franck, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est parce que, je ne sais pas si c'est parce que les gens se désintéressent de notre football togolais ou bien il y a quoi? Effectivement, tous les noms qu'on a cités, c'est des gens qui sont dans le sport depuis des années, mais pour moi, ils ne font pas le poids. Quand on parle de la Ligue de Lomé, en principe, la Ligue de Lomé, quand on veut élire un président de la fédération, si un président de la Ligue de Lomé se présente, c'est qu'il est d'office, il doit partir. C'est une ligue qui pèse. Ces gens qui sont avec, peut-être, il ne suffit pas d'être avec un président de club ou bien d'être avec un président de la Ligue pour peut-être, c'est parce que ça dépend du fonctionnement de notre football. Je me demande, ces ligues-là nous servent à quoi? Parce que si vraiment nous voulons vraiment faire du football, moi je dis, tous ces candidats dont on a cités, ils sont des gens du sport, ils font le sport, mais ils ne font pas le poids. Très bien, il ne faut pas le poids pour Mohamed Touré. Ça nous amène maintenant à... Une seconde. Il faut parler aussi, pour moi, il y a un critère, le financement. Il faut avoir des gens qui puissent eux-mêmes savoir comment chercher de l'argent pour financer et non dire on n'a pas d'argent, on attend. Quelqu'un qui est prêt à sortir les moyens. Il faut dire que si Mohamed n'est pas aussi confiant que ça, c'est que depuis un bon bout de temps, le mécénat également est en train de quitter de disparaître. Mais il y en a qui sont prêts peut-être pour le faire encore. Il y a les vrais passionnés qui devraient et qui connaissent, comme il le disait, qui sont des férus de la chose, qui connaissent l'administration de ce football-là. Ces vrais passionnés-là ont quitté ce football. Et donc, il y a de nouveaux visages qui arrivent, qui émergent, et nous devons faire avec ces nouvelles têtes-là. Très bien. Et il faut les accompagner à pouvoir s'imprégner véritablement de ce management-là, à pouvoir s'imprégner de la gestion de la chose sportive pour bien mener donc cette réforme qu'on est en train d'annoncer avec la nouvelle direction technique. Ça aussi, ça fait partie. Il faut leur faire confiance, cher ami Mohamed. Voilà. Le football togolais, pour moi, est posé sur la Ligue de Lomé. C'est parce que nous-mêmes, nous avons négligé les choses. Non, pas forcément. On ne sait plus ce qu'on fait. C'est une ligue phare. Il faut relativiser. Mais bon, il y a d'autres ligues également. La Ligue de Kara, la Ligue de Sokodé, la Ligue centrale, la Ligue de... Bon, toutes ces ligues sont vraiment importantes. Pour les encourager. Très bien, on va évoluer. On dit que le Togo a 2 matchs importants à venir sur le chemin des qualifications de la prochaine CAN au Maroc. Et Nibombe Daré a rencontré la presse la dernière fois pour parler des soldats convoqués pour ce match-là. Est-ce qu'il faut les appeler soldats parce qu'ils ont vraiment une mission importante? Est-ce qu'ils vont pouvoir retenir? C'est le souhait de tout le monde. Et là, on va y aller. C'est Latif Yorouma qui nous rappelle cette liste-là. Latif Yorouma. Pas de mouvement au niveau des gardiens de but. Malcolm Barkola, Wassi Ouronyeni et Geoffrey Agbolosu gardent la confiance de Nibombe Daré. Par le cas en défense où Kevin Bouman, Koulousse Agbozo et Benjamin Holete font leur retour aux côtés de Djenda Konam, Sadik Fofana, Youssifou Ate, Mawena Amevor et Gustave Akwesson. Loïc Bessile, peu convaincant, puis Josué Romao et Kevin Boateng blessé manquent à l'appel. Stabilité en revanche en milieu de terrain avec les
habitués que sont Jacques-Alexis Romao, Karim Derman, Marouf Ochakei, Roger Arolou, Evra Agbagnon, Khaled Nare, Thibaut Klidier et Kodjo Aziangbe. Ils sont 6 en attaque, Kevin Denke, Ouattara Moutalebou qui fait son retour, tout comme Plaka Fessou Meme, Mansour Urotagba, Kloupo Kokou et Franck Mawena sont également de la partie. Pas de Kodjo, Fodo, Laba, blessés pour au final un groupe de 25 joueurs dont 2 locaux. Très bien, Latif Yorouma. Très bientôt, alors, le Togo va faire cet aller-retour sur Annaba, Lomé, Lomé. D'abord, il y aura la Tunisie. Il y aura un petit regroupement avant donc de prendre la route d'Annaba en Algérie. C'est à 536 km d'Alger. Ben, nous, on n'a pas les moyens de faire ça aux Algériens. Hein. Est-ce qu'il y a un terrain à Mango? Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pensais... Le Togo ne peut pas jouer. Outre Lomé, le Togo ne peut jouer nulle part ailleurs dans le pays. D'accord. Et voilà, un vol spécial pour permettre aux éperviers de faire rapidement le voyage, de revenir pour gagner quelques heures sur le match retour ici attendu le 14. Et sur ça, on écoute le sélectionneur Nibombé Daré. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel, histoire de faire le point avant de partir dans un premier temps sur Tunis, où l'équipe Les Éperviers vont se regrouper avant de rallier Annaba et de jouer le premier match le 10. Pour votre information, le soir du match, si tout va bien, on reviendra ici à Lomé, histoire de gagner quelques heures de récupération et afin de mieux préparer le match retour contre la Fenech ici. C'est l'organisation qui est mise autour de l'équipe. On remercie les instances dirigeantes, le ministère des Sports, la fédération, pour nous avoir donné cette opportunité de voyager dans une circonstance privée afin que les joueurs puissent récupérer comme il faut avant le deuxième match. Voilà, Nibombé Daré, on le retrouve encore une fois. Et par rapport à l'objectif de cette double confrontation, si on joue pour avoir 0 point, ce n'est même pas la peine de se déplacer à Annaba pour commencer avant de venir jouer le match retour ici. C'est de jouer notre chance au bout sur les 2 confrontations, c'est-à-dire on joue pour gagner. Ça reste un match de football, il n'y a rien qui est impossible. Donc pour nous, notre objectif c'est d'aller chercher les 6 points par rapport à ces 2 matchs. Un peu de difficulté, je vais être sincère avec vous. Pourquoi? Parce que la situation de certains joueurs n'a pas évolué depuis le mois de septembre. On a dû se baser sur plusieurs points pour déterminer, puisque il y en a qui jouent très peu. Et si réellement il faut se tenir à des critères pour sélectionner, on aura très peu de joueurs qui vont être sur cette liste. Mais j'ai échangé suffisamment avec les joueurs pour leur donner l'approche, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur club pour pouvoir être en chambre et afin de mieux compétir quand ils arrivent ici. Nibombé Daré, le sélectionneur des Éperviers, ils vont partir au petit matin de ce dimanche-là pour allier Tunisie. Alors, il n'y a pas changement au niveau des goals, hein, malgré beaucoup de réserves évoquées par certains observateurs. Nibombé Daré a fait confiance encore une fois à Malcolm Barcola, Wassiou Ronyeni, Geoffrey Agbolosu. Surpris ou bien c'est dans la logique des choses? Bon, il n'y a pas de surprise. Du moment où Agbolosu a été titularisé, c'est qu'il lui a fait confiance. Mais j'ai ouï dire que Ouro Nyeni avait quelques pépins, c'est pourquoi il n'a pas été placé titulaire. Moi, j'aurais aimé, par rapport à son expérience, parmi les 3, puisque Barcola n'a pas encore commencé par rejouer dans son nouveau club. Donc, parmi... Wassiou, lui, il joue? Il n'a pas Bon, il ne joue non plus. Il joue non plus. Au Bénin? Il joue non plus, puisqu'on avait dit qu'il y avait un pépin au niveau des bras. Donc, bon, en termes d'expérience, Barcola et lui ont plus de vécu en équipe nationale. Bon, je pense que je serais à la place de Nibombé, je ferais plus confiance à Wassiou aux 2 autres gardiens. Ah oui, en défense, il n'y a pas de changement. On a Dienda Konam, le capitaine, Kevin Ngoma qui arrive, Cloussé Agbozo, Sadik Fofana, Youssi Faté, Maouna Amevor qui a retrouvé la confiance de Nibombé Daré, Gustave Akwesson et Benjamin Olete, le joueur de la SCK. Il y a 2 absents, 2 hommes dont Daré dit un grand bien. Boateng et Romao. Josué Romao. Ouais. Après, cette fois-ci, il va falloir qu'il soit bien inspiré pour nous composer la paire centrale idéale ou le trident central idéal si
il va toujours continuer par jouer en 3-5-2. Kevin Boma qui fait son retour dans ce groupe, il a été très moyen face au Soudan du Sud lors de sa première sélection. On peut comprendre encore une fois le contexte. Espérons qu'il va progresser. Gustave Akwesson joue régulièrement dans son club, mais il a été un peu timoré sur ces 2 dernières rencontres. J'ose croire que voilà, il va trouver la bonne formule pour que véritablement cette défense se comporte bien en Algérie, parce que ce match-là va déterminer énormément de choses. Si on prend le bouillon à Annaba, je reste perplexe sur notre capacité à pouvoir inverser la tendance 3 jours plus tard ici à Lomé. À Lomé, on voit en milieu de terrain Alexis Romao, Karim Derman, Marouf Tchakei, Roger Aolou, Evra Agbagnon, oui, qui est dans les bonnes grâces du nouveau sélectionneur, Khaled Naré, Thibaut Clidier, Kodjo, Aziangbe. En attaque, on a Kevin Denke, Moutalabou Ouattara, Mansour Orotagba, Fessou Plaka qui revient aussi, Kloupo Kokou, Franck Mawena, surprise, hein. On ne voit pas le meilleur buteur du championnat sortant, on ne cessera de le dire. Voilà. Oui. On ne voit pas non plus Akoro Bilal qui a marqué 4 buts bien sûr, sur les phases préliminaires de la Coupe de Confédération. C'est quand même bizarre à ce niveau. Absolument, c'est bizarre. Il y a pas, au fait, encore une fois, nous sommes des observateurs, il faut qu'on soit objectif. Et à ce niveau-là, je m'interroge énormément sur l'opportunité même du choix de Franck Mawena, si tant est que le sélectionneur national, dès qu'il a pris les rênes de cette équipe, nous a dit ouvertement qu'il veut faire progresser les joueurs locaux, qu'il veut promouvoir les talents locaux. Akro Bilal qui marque 4 buts sur, je vais dire, 4 matchs en Coupe des Confédérations et qui n'est pas sur cette liste, moi je reste stupéfait. Il y a comme une sorte de c'est-à-dire de déphasage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parce que on ne peut pas comprendre. Chéri parlait tantôt des choix des gardiens de but. On ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, Geoffrey Agbolosou, quoi qu'on puisse dire, est un gardien amateur. Oui, on a beau chercher des exemples dans l'histoire récente du football togolais. Obil Ali Dodo, Richmond Forson, qui n'évoluait pas à un haut niveau avant d'intégrer cette sélection. Mais le contexte ici, il est différent. Parce qu'on est en crise de résultats, on est en manque de confiance. Et on met dans les buts d'une sélection qui a déjà joué la Coupe du Monde un gardien, fut-il grand, 2 mètres, 6, je ne sais quoi, mais qui est amateur, qui véritablement n'a pas l'expérience, le vécu. Et ça s'est senti sur ces 2 premiers matchs qu'il a joué. Parce que en termes de sortie aérienne, le jugement n'est pas bon, le discernement n'est pas bon. C'est parce qu'en fait, le garçon, il a le trac, il n'a pas été préparé à jouer à ce niveau-là. J'aurais bien aimé qu'on puisse convoquer Katakbaouli et le gardien de la SCK, les 2 gardiens qui ont discuté. Mahadiou également. Ça serait logique. Absolument. Donc, sur ce point, franchement, moi, je ne comprends pas la logique sportive qui voudrait qu'on puisse prendre des joueurs qu'on ne connaît pas forcément, alors qu'il y a des talents ici qu'on doit pouvoir promouvoir. Quand on parle, quand on dit même qu'il y a un gardien qui a des pépins au bras, je crois on le sélectionne. Je crois que l'outil principal pour un gardien, c'est le bras. Maintenant, peut-être que depuis le match contre le Libéria, il a récupéré. Non, vous savez, c'est un poste stratégique où pratiquement la psychologie joue. Quand vous commettez 1-2 erreurs, c'est fini pour vous. Donc maintenant, il va falloir jouer sur ces... Parce que moi, je crois que Mahadiou, sur les 2 matchs qu'on a joué à Lomé, Mahadiou a montré quand même des qualités. Absolument. Même le but qu'il a pris la dernière fois, ça a été un but, je dirais pour lui un but gag, parce qu'il est parti chercher le ballon. Il a la qualité aujourd'hui. Au niveau de ACK, il y a un gars, comme on appelle Fadil, c'est des gardiens qui ont le vécu maintenant qu'on peut mettre dans les... Parce que qui bénéficieront même de la confiance du public. Parce que même s'ils commettent des erreurs, les gens vont les applaudir, c'est-à-dire les encourager de plus. Mais par rapport à aux autres, moi j'ai l'impression on est un peu dans la supputation. Maintenant, par rapport au milieu de terrain, je crois que le seul joueur non convoqué, c'est Adil Titi. Au milieu de terrain, par rapport à ce qui, donc, il est resté statique dans la composition. Maintenant, au niveau des attaquants, je crois que Kloupo, je suis très content qu'on puisse
le sélectionner. Mais qu'est-ce qu'il a prouvé ces derniers temps? C'est ce que je voulais expliquer. Oui. Je suis très content qu'on puisse le sélectionner. Mais quand on a vu sur le match retour contre Djoliba, pratiquement, il n'était plus franchement dans le bain, contrairement au match contre Mongomo. On l'a vu teigneux, tellement précis. Maintenant, Akolo Bilali qui a été constant sur toute la ligne, j'aurais voulu qu'on l'intègre aussi pour que cette préparation-là, ce changement-là puisse être bien amené à mettre nos joueurs dans les bonnes conditions. Avant vous, on a comme l'impression qu'il n'y a aucune logique sportive dans certains choix du sélectionneur. Non, il n'y a aucune logique. Et puis même ce matin, quand moi je l'avais écouté sur RFI, c'est-à-dire qu'il croyait avoir fait la première sélection convoquée les meilleurs et avoir perdu 2 où il a regretté. Maintenant, il disait les 2 qui étaient blessés étaient remplacés. C'est-à-dire que selon ses propos, c'est malgré lui qu'il les avait remplacés par Loïc et puis l'autre. Mais franchement, il faut que nous disons, il peut arriver, on peut se qualifier, mais qualification et la suite. Aujourd'hui, quand vous voyez la sélection, moi je me pose beaucoup de questions. Les autres l'ont dit. Si aujourd'hui il faut convoquer quelqu'un en équipe nationale au niveau des locaux, il y a Koro Bilal et puis Agbagnon. Mais Evra, il les a fait quoi au juste? Il faut qu'on arrête l'injustice. Evra, il est là. Je parle de choses, le buteur, je veux parler du buteur. Bruno Avotor. Bruno Avotor a fait quoi? Il a fait quoi à nos dirigeants du football togolais? Au niveau des locaux. Les dirigeants, les entraîneurs. Oui, c'est les dirigeants. Mais en fait, les dirigeants n'ont rien à voir. Ce n'est pas eux qui font le choix, c'est les coachs. Écoutez, par exemple, Kader ne l'a pas appelé au niveau des locaux. Quand on dit des dirigeants, c'est des liens, tout à dit que c'est des liens. Vous pensez que quelqu'un va appeler Kader et dire il ne faut pas choisir à vos torts? Nous sommes au Togo depuis des années, on est né au Togo, on a grandi au Togo. Il faut à un moment qu'on fouille des choses, il y a des choses qu'on maîtrise bien. C'est des liens. Aujourd'hui, je ne crois pas l'injustice que cet enfant-là subit au niveau des locaux, au niveau des... Kouloupo, lors de la dernière rencontre face à Asco, mais face à Djoliba, franchement, c'est une insulte quand le coach l'a appelé. Même les dirigeants d'Asco, je ne parle pas des dirigeants, les supporters d'Asco, beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Même lorsque Kouloupo a été convoqué mais au niveau des A', ils ont dit, il y a des supporters d'Asco qui ont dit que normal, la liste devait sortir après le match de Djoliba. Si la liste était sortie avec le match contre Djoliba, beaucoup de joueurs d'Asco ne feraient pas partie de la session même A. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que Daré vraiment voit clair à ce qu'il est en train de faire. Les gens disent qu'on critique Daré, mais il veut qu'on critique. C'est lui qui tient le rêne et c'est lui à lui qu'on doit critiquer. Très bien. Oui, chérie, il faut dire que moi, d'ailleurs, c'est ce que je disais la dernière fois, la communication suite à la signature donc, de Daré. Et au début des éliminatoires, on a du mal à définir clairement avec le public sportif l'objectif avec lequel ou pour lequel on aborde donc ces éliminatoires. Il a dit tout à l'heure, est-ce qu'on a les moyens de se qualifier ou quand on va se qualifier, est-ce qu'on pourra avoir cette équipe-là digne de ce nom pour aller... Après qualifions-nous d'abord. Moi, en fait, je vous ai bien écouté, cher ami, la fois dernière. Vous avez fait une très belle analyse. Après, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on doit pouvoir anticiper? C'est-à-dire, oui, c'est bien d'être dans l'anticipation, mais après, il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif, en fait. L'objectif, il est clair, et c'est la qualification pour la CAN 2025. Et dans les clauses de son contrat, il a été marqué, noir sur blanc, qu'il doit pouvoir qualifier le Togo pour la CAN. Il a accepté ce challenge. Il faut qu'il puisse se donner les moyens de pouvoir atteindre. Maintenant, il a changé de discours. Alors, sauf que derrière le discours, comme Franck est en train de le dire, n'est plus le même. Le discours n'est plus le même. Lui-même, il a changé. Et ça, c'est une incohérence notoire. Parce qu'en fait, quand on soumet, c'est-à-dire on lance un appel à candidature et que vous déposez votre candidature et à la fin, à l'issue des études, on vous prend et qu'on vous signe, on met les clauses. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir réaliser, matérialiser véritablement les objectifs à vous assigner, est-ce qu'il ne sert à rien de pouvoir accepter le challenge? Bon, en réalité, quelqu'un peut venir pour dire, moi je suis là pour reconstruire. Donnez-moi du temps. Justement, Franck, en réalité, par rapport à ce que nous avons développé,
depuis que moi je suis rentré dans ce studio concernant le football togolais, jusqu'à arriver au niveau de la direction technique et consorts. Si, après tout cela, si on fait la somme de tout cela, on sait que le Togo est à voir la liste, les joueurs, le niveau, les clubs et consorts, à voir cette liste-là. Aujourd'hui, on se rend compte que le Togo n'a pas cette équipe-là capable d'aller rivaliser avec les autres à une phase finale. Le sélectionneur l'a d'ailleurs dit. Il a dit beaucoup ne jouent pas dans leur club. Si on veut tenir compte de tout ça, justement. Et c'est là que je rejoins d'ailleurs Henri Akodo, qu'on puisse promouvoir de ces jeunes-là qui font quelque chose ici afin de les amener à progresser, que de se mettre la pression parce que quelque part, on veut se qualifier. Tout à l'heure, quand on écoutait Daré, justement, qualifions-nous d'abord, on va se qualifier et on va dépenser peut-être des millions des Togolais pour aller maintenant. Et lui, il dit qu'il va aller chercher les 6 points. Est-ce qu'il a les joueurs pour? Tout à l'heure, on a eu un athlète qui était ici, là, un pongiste qui était ici, qui a dit, selon son niveau, il sait qu'il ne peut pas rivaliser avec les autres en face et aller chercher cette première place-là. Nous sommes en sport, ça peut arriver. Si ça arrive, tant mieux, on va aller compétir. Je suis d'accord qu'on ne va pas aller à la guerre en se victimisant déjà. Mais le sport également, c'est la réalité, c'est être réaliste et lucide en fonction de ses moyens, de ses potentialités. Ouais. Et donc là-dessus, moi je me dis aujourd'hui, le Togo, si le Togo va battre l'Algérie à Annaba, on va applaudir. Et on va applaudir, mais ça serait vu la forme des deux équipes aujourd'hui. Une grande surprise. Et la forme, rapidement, je suis d'accord avec Thierry sur ce point. Parce que, en fait, quand vous regardez un peu, on rate 3 CAN de suite. Trois CAN de suite. Après, l'incident, c'est qu'on est en train de dégringoler dans le classement FIFA. Si on rate une 4e CAN de suite, c'est-à-dire, c'est, entre guillemets, je ne vais pas décréter la mort de notre football, mais on va encore s'enfoncer dans les abîmes. Oui, justement, est-ce qu'il ne faut pas reculer pour mieux sauter? Maintenant, aujourd'hui, c'est clair. Si on veut être rationnel, si on veut suivre la logique sportive, en fait, cette double confrontation face à l'Algérie sera très compliquée. Si on arrive à décrocher 3 points, pour moi, c'est un petit miracle. Un petit miracle parce que quand vous regardez les forces en présence, la formation algérienne, franchement, elle est en forme avec Vladimir Petkovic, des joueurs de renom. Amine Gouiri, il arrive à mettre en place une harmonie collective. Riyad Mahrez, n'en parlons même plus. Et comparativement à nos joueurs qui ne sont pas en forme dans le club, excepté Kevin Denke qui enfile des buts au niveau du cercle Bruges. Quoique, ici, il n'est pas bien entouré. Je pense qu'on a sabordé notre chance de pouvoir bien entamer cette qualification. Et le coach en est pour quelque chose. Parce que face au Libéria et face à la Guinée équatoriale, il y a eu des erreurs de casting. N'ayons pas peur de le dire. Il faut qu'ils se remettent en cause. On va essayer. On va leur envoyer beaucoup d'ondes positives pour qu'ils puissent limiter les dégâts là-bas. Et ici à Lomé, on doit tout mettre en œuvre pour gagner. Pour battre cette formation algérienne. Histoire d'espérer quelque chose sur les 2 dernières journées. En tout cas, moi je le dis, normalement c'est une chance pour nous de pouvoir avoir une équipe, le début d'une équipe solide. Puisque aujourd'hui, il y a les locaux aussi qui sont en regroupement. Si l'entraîneur dit que beaucoup de joueurs ne sont pas en forme, qui ne jouent pas bien, c'est des gens qui ne jouent pas au haut niveau et qui actuellement ne sont pas en forme. Le mieux, c'est de se baser sur la sélection locale, comme les Rwandais, comme les Ougandais, Nigériens, et peut-être étoffer avec quelques Kevin Deke et autres. Et au moment, ça nous permettra d'être bien préparés pour le champ et de profiter de faire avancer ces éléments au niveau de la sélection A. Très bien. Mais maintenant, je me dis, le problème, c'est quoi? Est-ce que je l'avais dit tout à l'heure, et vous n'étiez pas d'accord, est-ce que notre football togolais a une vision? Est-ce que nous avons vraiment un programme? Aujourd'hui, si on nous amène des entraîneurs locaux, et qu'on tombe encore dans ces pièges, franchement, ça fait mal. Vous ne comprenez pas. Très bien, on va malheureusement partir voir les auditeurs. Le sujet devient intéressant. On a le temps d'en parler encore toute la semaine à venir, puisque le match a lieu le 10 là-bas à Annaba. Les auditeurs. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Allô? Bonjour, Franck, bonjour sur le plateau. Oui, bonjour, cher ami, votre nom? Negno. Negno? Oui. Tout va bien? Oh,
tout va bien. Super. Ok, on y va. Et juste vous dire que le sélectionneur des éperviers, je pense qu'il n'est pas, qu'il est venu pour ne pas durer. Hein. Avec les choix qu'il fait là. Ah bon? Actuellement, on n'a pas de gardien. On n'a pas de gardien de but. Maintenant, au niveau des attaquants, je ne suis pas trop d'accord avec vous parce qu'il ne sert à rien de prendre Akoro Bilal et Bruno Avotor et venir les laisser sur le banc, quoi. Quand on les prend, peut-être c'est pour un plus. Mais au niveau des gardiens, le gardien de l'ASCO de Kara mérite amplement ce poste. Donc, il va falloir qu'il revoie un peu sa copie. Merci, Nénion. À très bientôt. Merci. Voilà, Nénion Tikomi le Glendo. Nénion, allô? Et allô, bonjour. Oui, votre nom? Oui, c'est Adjeouda, depuis Toka Hôpital. Adjeouda? Oui. Algérien Oda? Oui, évidemment. C'est ça? Ok, on y va. Oui, Franck, vous savez quoi? Non. Nibombé Daré n'est pas prêt à conduire une équipe nationale. Ah bon? Oui, il n'est pas prêt. Mais pourquoi? Il a tout ce qu'il faut. Il a son diplôme, il a... Oui. Non. Ça, ce qu'il est en train de faire, hein, ça s'appelle de l'amusement. Il n'est pas prêt. Et laissons tout ce qu'il va dire, tout ça là. Vous perdez votre temps, quoi. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Ah bon? Moi, je militais ici pour du G6 et puis Abalo. C'est les deux là qui pouvaient faire quelque chose avec notre sélection. Gary n'est pas prêt. Ça, c'est un. De deux, les gens parlent souvent de Avotor là. Et le problème est que nous ne sommes pas en championnat. Notre championnat s'est arrêté depuis le mois de juillet, si j'ai bonne mémoire. Donc, on ne peut pas sélectionner le jeune pour une sélection fagnon. C'est inadmissible. Ah bon? Si on sélectionne aujourd'hui un joueur de ACK ou de ASCO, c'est parce que, justement, il faisait les coupes continentales. Là, on peut comprendre un petit peu. Mais on n'a pas choisi Akoro, par exemple, qui a marqué 4 buts. Oui. Ça fait partie de l'amateurisme de Nibombé Daré dont je parlais. Voilà. Merci, Adjeouda. Nous ne pouvons pas jouer contre armes égales face à l'Algérie. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Merci. Après tout, il va falloir que l'État prenne ses responsabilités et dégage tout ce qui tourne autour du football togolais. Et puis bon, on pourra faire quelque chose dans l'avenir. Sinon, à l'heure actuelle, là... Merci, Adjeouda. À bientôt. Oui, quelqu'un derrière Adjeouda. Allô? Oui, votre nom? Pardon? Vomaou. Ah oui. Ok, on y va. Oui, allez. Encourager le staff les gens viennent sur l'équipe. Par exemple, moi je vois, à mon avis, l'équipe de staff de Daré qui n'est pas de niveau. Voilà. Il y a quel joueur togolais qui évoluait en Europe maintenant que Daré n'a pas assis? Il y a quel joueur, à part ceux-là que Daré a convoqué, il y a quel joueur? Disons la vérité, on doit les soutenir, même si c'est pas juste l'équipe de quartier Daré a pris pour aller en Algérie là. On doit les supporter, Franck. Merci. Et c'est pourquoi tu critiques les gens comme ça. Mais tu vois quel joueur à part et Daré n'a pas appelé. Oui, Franck, c'est pas bien. Très bien. Monsieur Mfomaou, à bientôt. On vous a compris. C'est votre opinion. Allô? Bonjour. Bonjour. Monsieur Dodi. Dodi. Oui. Vous nous appelez d'où? Tokwa. Tokwa Habitat, ok, on y va. Bon, premièrement, monsieur Zimbabwe Daré est en train de nous décevoir. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Non, ça c'est du désordre qu'ils sont en train d'organiser. Non, monsieur. quel désordre, non. Non. Comment? On se plaint qu'on n'a pas de joueurs de haut niveau qui jouent les Champions League, tout ça là. Aujourd'hui, on a un petit, même s'il n'a pas d'argent encore, il est en train de jouer la Champions League. On laisse le petit là, on nous amène. Qu'est-ce que Ouattara Moutagou a prouvé
ce dernier montre qu'on l'appelle, on laisse un petit qui joue en Champions League comme Macheko, qui marque des buts en championnat, en Slovaquie. Mais ça, c'est du désordre. Aujourd'hui, je suis la versatilité de nos joueurs. On peut nous mentir sur Franck Maona, il a fait quoi? Non, il faut que Daré se ressaisisse, que le business qu'ils sont en train d'organiser, il faut qu'il arrête ça. Concernant les joueurs locaux, Agoro Bilali, il méritait. Si on devait prendre même une seule joueur local, je pense que ce serait Agoro Bilali. Parce que marquer 4 buts en 4 matchs sur le continent, il a fait fort. Et pour les critiques, il faut que Daré revoie ses copies. Merci. Il faut qu'il revoie ses copies, sincèrement. Merci. Merci. À bientôt, Doji. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour, votre nom? Bon, je m'appelle Agbilou. Ok, vous nous appelez d'où? Je m'appelle de Forever. Forever, ok, allez-y. Le petit frère du Bureau Dijon. Allez-y. C'est juste pour vous souhaiter une bonne santé d'abord. Merci. Je vais souhaiter une bonne santé également au sélectionneur, c'est-à-dire l'USC CAF, et après tout le reste, on va venir. Allô? C'est bon. Ok, merci. C'est très précis. Allô? Allô, Franck, bonjour. Bonjour, Charles. Ouais, comment tu vas? Ça peut aller. Oh, salut-moi le plateau, Henri. Ouais, mon frère, salut. Henri? Mon frère, salut. Oui, allez, allez-y. Ok. Bon, Franck, je vous écoutais depuis, il n'y a pas de problème. Bon, c'est l'effectif. On les souhaite bonne chance, qu'ils ramènent les 3 points au pays. Et puis le 14 aussi, on gagne l'Algérie. Très bien. Pour pouvoir placer dans un bon niveau. Courage à eux. Merci. Ok. À bientôt. Un dernier, peut-être pour continuer, s'il est là. Oui. C'est Mounirou qui est le dernier, Franck. Pardon? C'est Mounirou. Mounirou, oui. Bonjour à vous tous là-bas. Bonjour. Vraiment, vous êtes formidables. Ah bon? Oui, parce que ce que vous avez fait, tout ce que vous avez parlé n'a pas m'impressionné aujourd'hui. Nous sommes en tête d'accord qu'on prend un coach local. Et quand je me rappelle de son premier interview, c'est pour travailler avec les locaux. Moi, à la place de Franck Maouina, je préférais Akro Bilal. Parce que c'est un joueur qui est rapide et tout. Mais on ne laisse pas Maouina. Qu'est-ce qu'il a prouvé? Malheureusement, vous n'êtes pas le sélectionneur. C'est le sélectionneur qui décide. Regarde, on a joué dans le faire, mais on regarde sur les matchs. Maintenant, pas au haut niveau, on regarde les matchs. On sait ce qu'on appelle le football. Vraiment, sinon, à Bilal n'était bien que naturel. Même Kouloupa, à la place de même Kouloupa, j'ai préféré à Bilal à la place de Kouloupa. Merci, à bientôt. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à Chéri Adiogblé, merci à Henri Akodo, merci Prosper Agboklou, merci Mohamed Touré, merci à Fanny Dodi Amédéa Ama qui était là pour parler du tennis de table. Merci à Eloma Dovon pour la vidéo. Merci à Pélagie Mekoum à la mise en onde. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On va vous dire tout simplement à très bientôt.